Hop. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast 1000%. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre, comme d'habitude. Ça va, Pierre? La forme? Ouais, nickel. Ouais, on espère que Vincent et Max vont bien, qu'ils sont en détente tranquillement. On a hâte de les retrouver dans le podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Bérengère Philippon. Salut Bérengère, comment tu vas? Salut, bonjour Alexandre et puis bonjour Pierre. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Ben, avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation anti-inflammatoire. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme en ce moment. On entend beaucoup de choses, beaucoup de régimes différents. Donc, ça va être hyper intéressant justement d'avoir ton avis sur la question. En plus, tu as sorti un livre, tu as sorti aussi pas mal de livres, donc tu pourras nous en parler et on te laissera aussi te présenter pour comprendre un petit peu ton parcours et tes expériences. Ça va être hyper enrichissant. Et le but, c'est vraiment du podcast, ça va donner des clés pratiques aussi aux gens à mettre dans leur alimentation de façon à justement essayer déjà de comprendre ce qui est une alimentation anti-inflammatoire. Essayer aussi de voir dans quel cas il faut justement adapter son alimentation et comme on a dit, donc des outils bien pratiques au quotidien via justement des petites recettes, des conseils au niveau des petits déjeuners, des dîners et aussi comment construire son panier de courses. Donc ça va être hyper intéressant. Donc je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Raconte-nous un petit peu ton parcours et tes expériences. Donc voilà, moi je m'appelle Bérangère, je suis une très très grande gourmande et j'avais tendance à manger trop de sucre il y a de ça 5 6 ans. En fait depuis mon enfance, hein, j'ai tendance à manger trop de sucre et je me suis rendu compte que au bout d'un moment, voilà, vers la quarantaine, qu'il fallait vraiment que je fasse attention parce que voilà, j'ai fait du diabète gestationnel, j'avais du diabète aussi dans ma famille. Et c'est ça qui m'a un petit peu, enfin, j'ai un peu eu un déclic vers 40 ans et j'ai décidé de tout changer radicalement. De me dire vraiment surtout pour ma santé, évidemment, en premier. Après aussi, parce que j'avais tendance à avoir à l'époque un petit peu de poids qui commençait à s'installer, hein. Et puis j'avais envie de bien vieillir, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, comme j'étais très gourmande, j'avais pas envie de faire une croix sur la gourmandise, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de se faire plaisir quand même en mangeant. Et donc, ben, j'ai décidé de transformer un petit peu tous mes plats, de rajouter un peu de saveur avec, évidemment, avec des épices, avec pas mal de choses, mais aussi d'essayer de manger moins sucré, évidemment, et puis d'essayer de trouver avec l'alimentation ce qui vraiment va me permettre de donner de l'énergie à mon corps. Donc, les antioxydants, etc. Évidemment, pas mal de légumes, mais voilà, avec quand même des petites sauces aussi, des choses vraiment gourmandes pour pouvoir continuer à se faire plaisir. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a eu un effet énorme, mais vraiment énorme sur ma santé, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Parce que moi, au départ, c'était pour perdre un peu de poids et pour éviter d'avoir du diabète plus tard, hein, tu vois, Ok. c'était juste ça. Et c'est vrai que je me suis sentie vraiment hyper mieux. J'avais beaucoup plus d'énergie. Je me suis retrouvée à avoir j'avais un peu d'acné, c'est parti. J'avais des problèmes de digestion, c'est parti. Enfin voilà, tout ça a fait que je me suis sentie en pleine forme et je me suis dit, c'est hallucinant. Surtout que j'avais perdu aussi 5 kilos alors que j'avais jamais réussi à en perdre autant. Enfin, et sans frustration. Et c'est surtout ça, tu vois, qui m'a trouvé, enfin, que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai voulu tout partager avec les autres. Donc au départ, j'ai créé mon Instagram, tu vois, j'ai commencé à poster des idées de recettes, tout ce que j'avais appris parce que moi j'aime beaucoup lire. En fait, j'ai une formation scientifique en biologie et en chimie et j'aime bien comprendre. Donc tu vas comprendre où se cache le sucre, c'est assez important. On s'imagine que c'est que ce qui a le goût sucré. Et en fait, non, il y a aussi tous les féculents, en fait, au bout d'un moment, ils vont se transformer aussi en sucre dans le sang. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'en mange plus, ça veut dire qu'il faut faire attention à la quantité et au type de féculents, évidemment, qu'on va prendre. Mais c'est vrai que tout ça, le fait de bien comprendre, ça m'a vraiment permis d'y arriver. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire un premier livre qui s'appelle Je réussis ma détox sucre, voilà, aux éditions Larousse. Et j'ai tout raconté. Là-dedans, j'ai tout raconté comment j'avais fait, tout ce que j'avais appris aussi, sous forme plutôt, tu vois, de schéma un peu sympa. Et après, j'ai mis aussi plein de recettes parce que c'est important aussi d'avoir le côté, on va dire, explication, mais après le côté pratique, évidemment, pour tous les jours. Et c'est vrai que ce livre, je ne m'attendais pas, mais il a eu un énorme succès. En une semaine, il était déjà en rupture de stock. Trop Et bien. là, tu vois, j'en ai vendu 160 000 exemplaires à ce jour. Donc, bon, il est sorti il y a 3 ans maintenant, mais c'est vrai que voilà, ça a été un début. Et après, j'ai voulu continuer parce que ça plaisait. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes
qui m'écrivaient sur Instagram en me disant qu'elles se sentaient mieux aussi, enfin qu'il y avait, il y en a certaines qui perdaient du poids, mais pas que. Il y avait aussi, ben, c'est ça, ce côté positif sur tout le corps. Et c'est vrai que bah, j'ai continué du coup à faire des livres, j'ai continué, j'ai commencé à donner des conférences, enfin tout ça, j'ai mis tout ça bout à bout, j'ai construit tout ça en à peu près 3 4 ans. Et puis bah, maintenant, bah, voilà, je travaille à mon compte là-dessus, tout simplement. Si- Super, ben, du coup, Bravo. ben, bravo, t'as raison Pierre, c'est vrai, Merci. félicitations, 160 000 c'est énorme. Une question toute bête, mais pourquoi le sucre déjà, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ben, la première chose que je vais réduire dans mon alimentation, ça va être justement le sucre. Pourquoi t'en es venu à retirer ça? Parce que je savais déjà que j'en prenais trop, parce que bon, je me suis toujours intéressée à la nutrition, tu vois, depuis que j'ai 15 ans, j'ai des bouquins de nutrition, j'en ai 50 000 dans mes placards. Et c'est vrai que souvent, à l'époque, ce qu'on pointait du doigt, c'était le gras. Forcément, tout le monde, on nous a tous dit, il faut pas manger trop gras pour maigrir, etc., machin. Et moi, je m'avais bien vu que de toute façon, en essayant de faire attention à enlever le gras, ben, ça marche un petit peu, puis après, on n'y arrive plus, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas ça la solution. Et puis, je savais très bien que je mangeais trop de sucre. Sauf que, jusqu'à présent, voilà, quand tu es jeune, entre guillemets, ben, le corps, il te montre pas trop les effets néfastes du sucre. Sauf que, voilà, pour moi, je savais que le sucre était mauvais parce que le fait d'avoir du diabète dans la famille et le fait d'avoir eu du diabète pendant ma grossesse, je savais que j'en avais trop. En plus, ben voilà, j'avais tendance, tu sais, à prendre des goûters dînatoires. Donc, un énorme goûter qui fait le dîner en même temps, mais bon, du coup, avec Ok. plein de viennoiseries, tu vois. Donc voilà, je savais que c'était pas terrible Ça se et fait plaisir, hein. Ça Ah se ouais, fait voilà. ça s'est plaisir. régalé, hein. Il y a eu des Non belles mais Moi, années ça- quand même, hein. voilà, non mais j'avais tendance, tu sais, à me dire, allez, je prends la petite salade et puis après, je prends un gros gâteau. Tu vois, tous les midis, Ouais, je c'était ça. vois. Ok. Alors Ok. du coup, tu grossis pas trop, tu vois, parce que tu dis, ouais, mais en fait, au bout d'un moment, trop de sucre, Et est-ce ça enflamme le corps. Et est-ce qu'il y a eu justement des signes qui montraient un petit peu cette inflammation pour que les gens le perçoivent un petit peu? Est-ce qu'il y a eu peut-être des ballonnements, des douleurs d'estomac? Et quels sont les symptômes d'une inflammation? Bah, en fait, le problème, c'est qu'en tout cas, pour l'inflammation, c'est assez sournois parce que souvent, on le voit pas trop. Alors oui, souvent quand même quand tu as des inflammations, on a tendance, à avoir, des problèmes de digestion, ça c'est sûr, à gonfler un peu. Alors ce qui ne veut pas dire automatiquement que ça veut dire qu'on a une inflammation, mais voilà, c'est des petits signes comme ça qui peuvent alerter. Après au bout d'un moment, moi je sais qu'il y a des personnes, elles se rendent compte qu'elles ont des problèmes de peau. Tu vois, ça peut aller jusqu'à l'eczéma un peu fort, tu vois? Même des maladies de peau, le psoriasis, tu vois? Ou des maladies plus inflammatoires qui commencent à être connues comme le lupus, comme l'endométriose et cetera. Et c'est vrai que tout ça, ben, sauf qu'avant d'en arriver là, on a des petits symptômes et qu'on voit pas vraiment. Donc c'est un peu compliqué de le savoir. Moi, je m'en suis rendu compte en tout cas, parce que j'avais toujours des problèmes de digestion. Et puis, surtout que, j'avais tendance à de plus en plus à grossir, alors sans que ça soit d'un coup, tu vois? Mais j'arrivais plus à perdre du poids. Alors j'avais aussi l'âge qui fait que, bah, tu vois, après 40 ans, ça commence à avoir les hormones qui font un peu, le yo-yo. Mais, c'est comme ça que je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose». Puis je me suis dit: «Pourquoi j'ai encore de l'acné à 40 ans?» Enfin, tu vois, c'était pas normal. Et ce qui est dingue, c'est que ça, dès le début, une semaine après avoir, réduit le sucre, mon l'acné sur le visage est complètement parti. Et l'acné, c'est une maladie inflammatoire. Alors, sauf quand tu es ado, où là, c'est lié vraiment aux hormones, hein, mais c'est vrai que Ok. déjà, ces petites choses-là peuvent nous mettre la puce à l'oreille, on va dire. Et on a vu aussi sur ton Instagram, du coup, qui est hyper intéressant, où tu proposes pas mal de recettes. On a vu aussi qu'il y avait, moi, je vais pas être très romantique, mais qu'il y avait aussi un bilan des sels, justement, à faire et à analyser pour voir justement s'il y avait une inflammation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Ouais, en fait, on sait maintenant, hein, de toute façon, on le voit partout, hein, le microbiote, il est essentiel. Donc, vraiment, les bactéries dans les intestins, il est essentiel pour la santé. Si on a un bon microbiote, on sera en bonne santé. Quand on a un microbiote qui est déséquilibré, tout de suite, c'est un peu la source des maladies inflammatoires. Et en fait, un bon microbiote, c'est quoi? C'est, suffisamment de bonnes bactéries. Il y en a quelques mauvaises, mais il y a un équilibre entre les 2. Quand il y a un déséquilibre qui se fait, donc quand il y a trop de mauvaises bactéries, c'est là où on commence à avoir des problèmes de digestion, on va même avoir des problèmes avec le gluten et cetera. Et on va même, à force, risquer d'avoir des «trous» entre guillemets dans l'intestin et il y a certaines molécules qui vont passer, qui ne devraient pas passer.
Et ces molécules-là qui passent, du coup, c'est ça qui va créer une inflammation dans le corps. Et donc, pour se rendre compte, comment savoir si on a un microbiote qui est déséquilibré? Euh, Truc tout simple, hein, c'est déjà regarder juste l'état de nos selles. Voilà, c'est pas très glamour, effectivement. Mais si on a des selles qui régulièrement sont plutôt bonnes, c'est-à-dire pas de problème, on va dire des selles vraiment bien moulées comme il faut, ça ira. Par contre, si on a trop de constipation ou au contraire trop de diarrhée, si des fois on fluctue de l'un à l'autre, c'est qu'on a une perturbation du microbiote. Et donc là, il va falloir mettre en place des choses pour améliorer ça, évidemment par l'alimentation, mais sachant que ça va être assez long. Parce que le microbiote, quand il est déséquilibré, il lui faut 3 mois, voire plus des fois pour se remettre bien. Alors ça dépend évidemment d'où on part, hein. Mais c'est vrai que l'alimentation joue énormément puisque les bonnes bactéries, elles vont se nourrir de fibres, surtout, et les mauvaises bactéries, elles vont se nourrir de sucre. Ok. Donc forcément, si on mange trop sucré, eh ben, les mauvaises bactéries vont proliférer. Souvent, on a tendance à pas manger assez de fibres. De toute façon, en France, on en mange plutôt à peu près 15 grammes par jour. On devrait être à 30. Et c'est vrai que du coup, bah, ça crée facilement un déséquilibre. Oui, oui, vas-y, Pierre. Et du coup, tu parles de sucre, tous les sucres, sucre rapide et sucre lent. Euh, et les fibres, est-ce que tu pourrais citer où est-ce qu'on peut trouver des fibres, par exemple? Ouais. Alors, en fait, sucre lent et sucre rapide, c'est pas tout à fait. Je veux dire, quand on pense sucre lent, on pense les pâtes, le riz, etc. Hmm. Sauf qu'en fait, maintenant, le sucre lent, le vrai sucre lent, c'est celui qui va mettre du temps à être digéré. Et celui-là, ça va être, en fait, au niveau des féculents, c'est des féculents qui vont être non raffinés, qui vont Complet. contenir, en fait, ben, la céréale entière qui, du coup, va contenir des fibres. Et dès que la céréale contient des fibres, et ben, l'absorption en sucre, on va dire, va être beaucoup moins rapide. Donc, les pâtes de riz blanc, malheureusement, pour moi, c'est comme des sucres rapides. Pareil pour le pain blanc, la baguette, etc. Par contre, quand on prend vraiment des versions avec des farines intégrales ou avec des pâtes voilà, intégrales, etc., tout de suite là, on va pouvoir parler de sucre lent. Mais c'est pour ça que c'est la dénomination qu'on avait avant, les sucres lents, c'est les pâtes, le riz, tout ça. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Même à l'intérieur du coup de chaque aliment, il va falloir choisir, on en parlera après. Tu parles des sels, mais par exemple, est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau sanguin, par exemple, ou peut-être même, je sais pas, au niveau peut-être de ces gaz aussi, je suis pas très glamour encore, mais est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent, autres que les sels, de voir une inflammation et de pouvoir se dire, ben là, il y a un problème dans mon corps. Bah déjà, quand on fait un bilan sanguin, si on voit que la glycémie a tendance à être un petit peu haute, même quand on est dans les normes, hein, mais si déjà on est un petit peu plus dans le haut de la norme, ou tout simplement qu'on va avoir trop de triglycérides, parce que le sucre en excès, par exemple, se transforme en triglycérides. Si on a les marqueurs du foie qui sont aussi pas terribles, bon bah là aussi, ça peut être aussi le signe d'une inflammation. Et c'est vrai que ça, voilà, on peut très vite le voir sur les analyses. Après, des fois, ça ne veut pas dire automatiquement, des fois, les analyses sont bonnes, mais on a quand même une inflammation. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de savoir. Mais je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Si on voit qu'on a des problèmes de digestion, qu'on n'est pas bien, c'est pas normal. Pour moi, voilà, Ok. c'est quand même un signe où il faudrait faire attention. Du coup, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de régimes. On en parlait avec Pierre pour construire le podcast. On s'est dit, on entend le régime anti-inflammatoire, antioxydant, IG bas, zéro sucre. Et c'est quoi la différence vraiment entre moi, j'ai l'impression que tous ces régimes sont à peu près semblables. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu chaque régime cas par cas pour comprendre un petit peu les grandes lignes dans un premier temps? Mm. Effectivement, il y a plein de types de régimes. En fait, moi, je sais que l'alimentation à index glycémique bas, donc celui que je préconise le plus, on va dire, c'est vraiment pour moi, enfin, moi, la façon dont je le vois, c'est vraiment quelque chose de global. C'est-à-dire que c'est oui, on va manger moins de sucre, oui, on va manger plus de féculents qui sont riches en fibres, etc. On va manger plus de légumes, on va manger moins de desserts très sucrés, etc. Mais il y a pas que ça, en fait. Souvent, on pourrait se limiter à ça. Se dire, tu vois, c'est juste ça l'alimentation IGBA, c'est faire juste attention à l'index glycémique. Mais derrière, faut aussi faire attention au type de graisse. Parce que si tu veux vraiment, entre guillemets, être dans l'index glycémique bas, toutes les graisses ont un index glycémique bas. Donc tu pourrais te dire, je peux prendre plein de beurre, plein de fromage, plein de viande rouge, enfin, tu vois, plein de crème, sans problème, c'est un index glycémique bas. Sauf que derrière, ben, on sait que c'est pas bon pour la santé d'en prendre trop. Un petit peu, oui, mais pas trop. C'est pour ça que moi, je sais que je fais très attention aussi à varier le type de graisse, tu vois. Tu as des Ok. régimes, par exemple, tu sais, qu'on appelle cétogènes, où là, on mange plus du tout de glucides quasiment, mais on mange beaucoup de graisse.
Si tu vas vers les graisses qui sont très animales, du coup des graisses vraiment saturées qui sont moins bonnes pour la santé, bah, en fait, tu vas pas être en bonne santé. Pour moi, c'est vraiment, moi je préconise en fait ce que j'appelle l'alimentation IGBA santé, dans le sens où on fait aussi attention à d'autres paramètres, où on va intégrer suffisamment d'antioxydants dans les légumes, tu vois, avec, enfin, avec les fruits, les légumes, etc. Donc tu vois, c'est plus global en fait. Donc, parce que oui, tu as des régimes aussi qui sont, tu vois, hypocaloriques, on mange plus de gras, ou hyper protéinés, on mange que des protéines. Mais pour moi, tout ça, c'est très déséquilibré. Il vaut mieux se dire, tu vois, je prends une alimentation à index glycémique bas qui au final te permet de garder un peu tout, tous les grands macronutriments, mais on va faire attention à leur qualité. Ok. C'est intéressant que tu parles justement du gras parce qu'on a eu la chance d'avoir Anthony Berthoud dans notre podcast précédent qui justement en fait dédiabolise complètement le gras et au contraire dit qu'il a une importance fondamentale dans le corps parce que c'est vrai que les gens souvent Mm. veulent retirer le gras de leur alimentation pour t'en as parlé toi aussi, c'était un petit peu la mode qu'il y avait auparavant, on enlevait le gras pour Mm. justement mincir et alors qu'il y a vraiment un rôle important du gras sur l'organisme. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer un petit peu en vulgarisant le rôle du gras Mm. et aussi nous définir un petit peu de façon un peu plus détaillée le bon gras et le mauvais gras de façon à ce qu'on comprenne un petit peu la différence entre les deux. Ouais. Alors c'est vrai que le gras, voilà, c'est le côté, on a tendance à le diaboliser, comme tu dis, il faut vraiment pas le diaboliser. Au contraire, en fait, le gras, il va vraiment permettre, déjà, il y a plusieurs choses. Moi, je me suis rendu compte que quand je faisais une détox sucre, le fait de prendre quelque chose de gras, ça calmait en fait les pulsions sucrées. Donc déjà, rien que pour ça, pour essayer de réduire le sucre, ça peut être une bonne idée. Le gras, en fait, ça développe tous les arômes. Les arômes se développent beaucoup mieux dans quelque chose qui est gras, donc ça aura forcément plus de goût. Déjà, juste ça. Ok. Après, ce qui est hyper important pour la santé, c'est que le gras, il y a certaines vitamines qui sont apportées que par du gras parce qu'en fait, elles sont liposolubles. Tu vois, par exemple, la vitamine E qu'on va retrouver dans l'avocat, bah, si tu manges plus de gras, tu vas être en carence de vitamine E. Et la vitamine E, c'est un puissant antioxydant qui est hyper essentiel, tu vois. Donc voilà, déjà, si tu vois, on se rend compte de plein de choses comme ça. Et puis, surtout, le gras va permettre aussi l'équilibre hormonal. Et dès qu'on a un déséquilibre, eh ben, en fait, c'est pire, on risque de prendre plus après. C'est pour ça que souvent, dans les régimes hypocaloriques aussi, tu as des risques de faire du yo-yo, hein. Mais en tout cas, par rapport au type de graisse, le seul truc auquel il faut faire attention, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est quoi? En gros, si on prend un petit camembert, il faudrait Ok. 25% de graisse vraiment saturée, tu vois, tout ce qu'on trouve dans les graisses animales, les crèmes, le fromage, la viande rouge, etc. Ok. Donc effectivement, c'est des graisses qui sont moins bonnes, mais on peut en prendre jusqu'à 25% sur le total des graisses par jour. Tu vois, Ok. c'est rassurant de se dire un petit peu de fromage, oui, mais on va éviter à ce moment-là, ce jour-là, de rajouter la grosse viande rouge bien grasse ou tu vois la charcuterie, etc. Si on fait attention à l'équilibre, tout est Tout va bien. possible. Voilà. Après, il faut la moitié, donc toujours sur ce camembert, 50% d'oméga 9. Donc les oméga 9, en gros, c'est ce qu'on va retrouver surtout dans l'huile d'olive, mais aussi l'avocat, même la graisse d'oie, par exemple. Alors évidemment, quand je dis, je parle par exemple de je dis n'importe quoi, les cacahuètes, vous avez un petit peu d'oméga 9, mais il y a d'autres choses aussi. Donc c'est à chaque fois, c'est un mélange. Il y a pas que Mm. un seul aliment qui va apporter que des oméga 9 ou que d'autres types de graisses. Mais voilà, en gros, je vous donne on va dire, ceux qui en contiennent le plus. Et après, il reste 25% dans notre camembert et ces 25% restants, ça va être à peu près, on va dire, 5% d'oméga 3 et 20% d'oméga 6. Et en fait, les oméga 3, on se dit 5%, c'est pas beaucoup, on va facilement y arriver. Sauf qu'en fait, c'est très difficile à trouver les oméga 3. Donc, on va les trouver dans tout ce qui est poisson gras, tu vois, les sardines, les maquereaux, le foie de morue aussi, le hareng, enfin, voilà, tout ce qui est poisson vraiment gras comme ça. On va les trouver aussi dans le monde végétal sous forme, enfin, dans les graines de lin, dans les graines de chanvre, dans le chia, enfin, il y a plein de choses, hein, les noix par exemple aussi. Sauf que les oméga 3 végétales, ils sont beaucoup moins bien assimilés. Donc, il faut Ok. vraiment se dire, quand on prend des noix, des graines, tout ça, c'est bien. Mais malheureusement, il y en a très très peu qui derrière vont être vraiment transformés en oméga 3 et assimilés par le corps. Donc, c'est pour ça que l'importance de consommer au moins 2 petits poissons gras par semaine pour Ok. avoir à peu près sa dose. Et du coup, Et après, les 20% d'oméga 6, ça va être les oméga 6, souvent on a tendance à en prendre trop, hein. C'est tout ce qu'on va retrouver dans les huiles de tournesol, dans les graines aussi de sésame, de pavot, enfin,
Il y a pas mal d'oléagineux aussi qui en contiennent. Voilà. Donc après, un petit peu, c'est bien, mais trop, commence à être inflammatoire. Ok. Bah, c'était Ouais, hyper complet. Donc, peut-être pour les gens du coup qui sont véganes, de faire attention aux oméga 3. Alors, si je comprends ouais. bien, c'est ça. Je crois que c'est d'ailleurs, Pierre, au niveau de la conservation des oméga 3 pour les gens qui se complémentent, il n'y a pas quelque chose à dire aux auditeurs? Si, ben, parce que en fait, c'est des huiles qui sont assez instables quand même, Mm. comme beaucoup d'huiles, donc faire attention à la lumière. Et si vous complémentez en oméga 3, peut-être que Bérangère confirmera ça, mais il faut conserver ça au Au réfrigérateur, froid. parce que Mm. et même j'entendais quelqu'un qui disait que le seul moyen de stopper l'oxydation des oméga 3, c'était même de les mettre au congélateur. Donc achetez pas après avec peut-être un risque de dénaturation de l'huile, donc mais n'achetez pas des grandes quantités d'oméga 3 et consommez-les avec les doses recommandées dans un Mm. temps qui est quand même restreint. Mais ça se conserve dans la porte du frigo, pas dans le sac de sport. Ah, mais c'est important de le dire parce qu'on l'entend Et Oui, très donc c'est peu. essentiel. Il faut Et en pas vous les plus, achetez cuire. des oméga 3, oui, il faut pas, bien sûr, et Mm. achetez, si vous achetez, faites attention à l'indice Totox, qui est un indice d'oxydation des, des, des graisses. Donc c'est Totox bas, inférieur à 5, si possible, et c'est essentiellement le plus important. Voilà. nickel. Et au niveau des huiles, vu qu'on y est, au niveau de l'utilisation qu'on va en faire, par exemple, je sais pas, on va faire peut-être du beurre. Quand on le met sur la poêle, qu'est-ce que tu conseilles du coup d'utiliser? Parce que c'est vrai que moi, je sais pas, des fois, un coup, je mets de l'huile d'olive, un coup, je mets du tournesol, des fois, je mets du beurre. Enfin, c'est vraiment en T'es fonction plus perdu. du, ouais, c'est plus en fonction du goût que je veux. Mais si vraiment tu devrais me dire, ben, le meilleur pour ta santé, ça serait ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? En fait, tout ce qui va être cuit, il faut faire attention, effectivement, de ne pas utiliser les huiles qui sont riches en oméga 3. Mais en gros, à la poêle, si tu chauffes pas non plus trop fort, tu peux mettre de l'huile d'olive sans problème. Après, Ok, quand tu vas commencer à chauffer un petit peu plus, plutôt de l'huile de coco, éventuellement aussi du ghee. Le ghee, c'est du beurre en fait Voilà. qui a été clarifié, où on a enlevé en ok, fait le lactose et tout le. Il y a aussi la graisse d'oie aussi, qui est bien. ok. Tout ça, c'est vraiment bien pour les cuissons. Après, oui, tu peux mettre de l'huile de tournesol, ça, mais qui sont des graisses un peu moins saines, surtout quand tu vas dans les fritures, hein, l'huile d'arachide, etc. Après, c'est pas la meilleure cuisson hein, pour quand on veut Ouais, faire d'anti-inflammatoire. ouais, j'imagine. Voilà. Voilà. Et Et après, dès que c'est à froid, évidemment, tu peux mettre. Ne surtout pas utiliser l'huile de tournesol quand on Hmm. prend quelque chose à froid dans les vinaigrettes, parce que là, ouais, bien autant sûr. profiter des bonnes huiles. Moi, je sais que ma vinaigrette, c'est un mix entre l'huile d'olive qui apporte les oméga 6, les oméga 9, et l'huile de lin qui apporte beaucoup d'oméga 3. Je fais en fait un moitié-moitié. Je mélange ça et après, je rajoute le reste de ce qu'on met dans une vinaigrette, hein, mais c'est vrai que comme ça permet d'avoir un apport assez important en oméga 3 et en oméga 9. Et du coup, pour les cuissons, tu utilises des graisses saturées, puisque le Bah, plutôt, ghee, oui. coco, Oui, ou un euh, peu d'huile d'olive. Mm. ok. Mais c'est pour ça que c'est important de vraiment varier. Tu vois, moi, je sais que j'hésite pas à avoir pas mal d'huile. Dès que je vais chauffer un peu plus fort, je vais pas être sur l'huile d'olive, je vais être plus sur l'huile de coco, des huiles plus saturées, mais qui du coup sont Hmm. beaucoup moins stables. Et Hmm. ce qu'on a vu hein, en quantité, enfin voilà, 25% par jour de graisses saturées, il n'y a pas aucun souci. Donc c'est pour ça qu'il faut pas automatiquement diaboliser ces graisses-là. Il faut juste faire attention à la quantité sur la journée et à l'équilibre avec les autres. Et c'est vrai qu'au niveau, t'en parlais du beurre, c'est vrai que c'est un peu quelque chose d'assez français. Bon, après, nous, dans 1000%, on en parlera et on va justement avoir son avis sur le petit déjeuner. Peut-être qu'on ne conseillera pas forcément le petit déj français avec le pain, le beurre et la confiture. Mais du coup, pour les gens qui font ça, quel type de beurre tu conseillerais justement aux gens d'acheter? Enfin, moi, le beurre, je conseille, si on en, enfin, je conseille pas vraiment les margarines parce que, voilà, au final, il y a plein d'additifs qui sont pas terribles. D'ailleurs, pour l'inflammation du corps, il y a beaucoup d'additifs qui sont très inflammatoires et très mauvais pour le microbiote. Donc, On va prenez en parler. plutôt du beurre, mais à ce moment-là, du beurre cru. On en trouve, moi, j'en trouve facilement. Au moins, le beurre cru, on a aussi l'avantage d'avoir de la vitamine A, d'avoir aussi des bonnes bactéries dedans, tant qu'à faire. Après, le beurre, il ne doit pas être au-dessus de 130 degrés. Donc, on peut tout petit peu faire fondre, tu vois, du beurre, mais pas dans la poêle. Quand on voit, tu sais, le beurre qui brunit dans la poêle, là, avec les chefs à la cuisine, je fais non, ça va pas du tout. Ok. Du coup, Et beurre, oui. d'où l'intérêt du ghee. Oui, le ghee, on peut le faire chauffer jusqu'à 240 degrés.
Et moi, j'avais ma mère qui mettait souvent du beurre avec de l'huile. Tu vois, elle me disait ça évite de faire brûler le beurre. Enfin, je sais pas si du coup c'est une technique qui Hmm. marche ou pas du tout. Je sais Bah, pas. tu gardes du beurre dedans. Après, tant qu'il Ouais, brunit pas, tu peux le voilà, faire c'est chauffer ça. un peu. Ok. 130 degrés. Bon, après, voilà. Après, Et dans les pour... gâteaux, dans un four qui chauffe à 180 degrés, en fait, le cœur du gâteau n'est pas à 180 degrés. Donc, dans un gâteau, on peut se permettre. Mais Ok. c'est vrai que, voilà, à la poêle, faut vraiment que ça soit à feu doux, quoi. Du coup, plutôt du beurre cru, tu nous as dit. Je vois même pas en quoi ça Trouve ça où? consiste. Ouais. Moi, j'en trouve chez Grand Frais, par exemple. Voilà, Ok. pour ne pas citer de marque. Du Non, coup, mais il c'est nous écrit. faut, pour les courses, il faut nous aider parce que je suis Ah, passé c'est dans vrai. les grandes enseignes et j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai Ouais. cherché, hein, mais D'ailleurs, c'est intéressant aussi. Où c'est que tu fais tes courses? Plutôt dans des grands supermarchés ou est-ce que tu vas justement chez Grand Frais ou chez des petits producteurs? Enfin, comment ça se passe? Bah, moi, j'habite pas à côté, enfin, j'habite en région parisienne et j'ai pas des petits producteurs juste à côté. J'ai même Hmm. pas un marché tout près de chez moi, tu vois. Enfin, il y en a plus loin, mais c'est vrai que j'ai un Grand Frais, donc du coup, je fais mes courses chez Grand Frais pour tout ce qui est fruits et les légumes et puis justement le fromage, le beurre, etc. Tout ça, les œufs. Hmm. Et après, tout ce qui va être plus, tu vois, toutes les farines, les trucs un peu plus particuliers, je vais commander sur le site Greenwiz parce que je trouve que Ok. c'est hyper pratique, il y a tout. Je les ai connus pendant le confinement. Je travaille même avec eux parce que je leur ai demandé, parce que je trouve que leurs produits sont bien. Et au moins, l'avantage, c'est que ça m'évite de courir et de faire 50 magasins parce que j'ai pas le temps, quoi. Ok. Et du coup, pour finir juste avec un petit peu l'introduction de ce régime un peu anti-inflammatoire, quels sont vraiment les intérêts et pour qui tu conseilles ça? Pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a peut-être un pourcentage de la population qui devrait avoir une alimentation un peu anti-inflammatoire? Est-ce qu'on devrait l'avoir tout le temps? Ou est-ce que on devrait faire entre parenthèses des cures d'alimentation anti-inflammatoire? Qu'est-ce que tu nous conseillerais vis-à-vis de ça? Bah, moi, ce que je conseille, c'est franchement l'alimentation à index glycémique bas santé, bon, telle que moi je la vois. Je sais que pour moi, c'est une alimentation que tout le monde pourrait avoir, même les enfants, les grands-parents. Après, même des sportifs. Après, évidemment que, il va y avoir des petits ajustements à l'intérieur, parce que quelqu'un qui est sédentaire, il va prendre par exemple moins de glucides en quantité. Par exemple, tout ce qui est pâtes et riz, même complet, moi je sais que j'en prends pas trop parce que je suis plutôt sédentaire. Mais quelqu'un qui est plus sportif va augmenter les quantités. Mais ça n'empêche pas de garder une alimentation IGBA. Pareil pour les enfants. Mes enfants, moi, je leur mets plus de féculents en quantité, moi, j'en prends moins. Mais j'essaye au maximum de leur faire, tu vois, tout ce qui est complet parce que à force, ils commencent à s'habituer. Je sais, au départ, ça n'a pas été facile, hein. J'ai un peu galéré avec mes enfants parce que surtout que voilà, ils n'étaient pas tout jeunes, donc c'était plus difficile hein, quand j'ai commencé. Mais à force, il y a quand même beaucoup de choses qui passent et dès que tu leur rajoutes des sauces, des choses comme ça, tu vois, les pâtes, par exemple, au blé complet, au départ, ils m'ont fait la tête, hein. Mais à force, si tu mets les bonnes sauces, si tu rajoutes du goût, tu vois, du pesto, des choses comme ça, et ben, au final, maintenant, ils aiment bien. Ok. Et ils me disent, bah non, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'il faut quand même se dire qu'il y a des choses possibles. Moi, par rapport aux enfants, c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que je vois par exemple mon filleul et même là j'habite en bas d'une maternelle et je vois les petits. Franchement, je vois le goûter, c'est tout le temps la compote, les gâteaux. Enfin, je sais pas quel avis tu as sur Mmh. ça. Et aussi le petit déjeuner, c'est vrai que le petit déjeuner, j'ai l'impression que c'est que du sucre encore. Nous Mmh. encore, je pense qu'on a le recul et on a peut-être le palais. Ça nous dérange pas de manger salé et protéiné le matin. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aussi en mode un peu anti-inflammatoire pour les enfants? Alors, pour le petit déjeuner, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment le moment où il faut faire plus attention. Donc, aussi bien enfants qu'adultes, et cetera. Et c'est vrai que avant, moi, tu vois, mon petit déjeuner était, une catastrophe, hein. Quand j'avais, 25 ans, je mangeais des biscuits, industriels pas terribles, tu vois? C'est pour dire. Je pars de loin. Et au tout début, j'avais tendance à faire pareil avec mes enfants, tu vois? Où j'avais effectivement le pain blanc avec, beurre, confiture, tu vois, jus d'orange, le truc, qui est bourré de sucre au final. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu changer les choses et au départ, bah, forcément, quand tu es habitué à ça depuis des années, c'est difficile de changer. Mais là aussi, il faut y aller par étapes et donc, en fait, un petit déjeuner qui va être vraiment sain, ça va être déjà, de penser à une chose auquel on pense pas toujours, ça va être de la protéine. Le matin, en fait, on a tendance à pas manger de protéines et ça, c'est hyper important. Donc effectivement, on n'a peut-être pas envie de manger, tu vois, de la viande, du jambon, du saumon, tout ça, mais c'est vrai que les œufs, ça passe beaucoup mieux, je trouve, le matin. Et moi, je sais que, par exemple, ma fille et mon mari, ils arrivent sans problème à prendre des œufs. Mais là aussi, au départ, ils faisaient un peu la tête, tu vois, quand je leur ai proposé, surtout ma fille. Mais maintenant, en fait, elle adore prendre des œufs. Donc, en fait, il faut y aller par étapes.
Moi, je sais que je fais des œufs brouillés, ça passe plutôt bien. Je rajoute, tu vois, des bonnes graisses parce que c'est important, en plus d'avoir la protéine, d'avoir des bonnes graisses le matin. Donc, souvent, ça va être des oléagineux que je mets en petits morceaux dessus, des graines, par exemple. Si on aime l'avocat, pourquoi pas l'avocat, tu vois, en graisse. Après, si on rêve d'un tout petit peu de beurre, pourquoi pas, hein, tu vois, là-dessus, là aussi, si on fait attention sur la journée, il n'y a pas de souci. Et après, une fois qu'on a rajouté les protéines et les gras, on peut mettre un petit peu de fibres. Et les fibres, elles vont être apportées soit par éventuellement un peu de pain, mais pas en prendre trop en quantité, mais du pain, là pour le coup, qui va être vraiment avec des farines intégrales, parce que c'est là-dedans qu'il y aura c'est grâce au fait que des farines intégrales vont apporter des fibres. Idéalement, moi je sais que je fais même des pains moi-même où je rajoute, tu vois, même encore plus de fibres dedans en mettant du son d'avoine, par exemple, des choses comme ça. Et je vais rajouter aussi éventuellement, alors soit ça peut être des légumes si vraiment on est sur le matin salé. Si on n'est pas très légumes, on peut rajouter par exemple un fruit. Le fruit va apporter des antioxydants, va apporter des fibres et au final, ça va être très peu de sucre. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Un légume, tu conseillerais quoi pour le petit déjeuner? Excuse-moi, Pierre. Oui, Alors, en ouais. légumes, moi, j'en ai testé plusieurs parce que, voilà, je me suis dit, allez, je vais tester. J'ai eu du mal sur certaines choses, mais par exemple, j'ai trouvé que ce qui était pas mal, soit en crudité, ça va être la tomate. Alors, c'est pas vraiment en fait un Hmm. légume, la tomate, mais en tout cas, la tomate, ça passe bien. Les poivrons en été, parce que c'est frais. Donc, quand il fait un peu chaud, en plus, c'est pas mal. Les concombres, en fait, c'est assez neutre, ça n'a pas énormément de goût, donc ça passe très bien. Cuit ou cru, hein, en tout cas pour les poivrons. Hmm. Et après, les épinards. Les épinards, là aussi, c'est très neutre en goût. Alors que, bon, j'ai essayé déjà le chou. Là, quand même, Oh, j'ai eu un peu de mal le ah matin. ouais. C'est pas la même. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve, voilà, les épinards, les concombres, les tomates, ça passe vraiment hyper bien. Et les poivrons. Pierre? Euh, Ou c'est un petit déjeuner cétogène que tu nous proposes. Bah, non, parce qu'on peut rajouter, tu vois, une tranche de pain complet, tu vois, ou une oise à fibres. Moi, j'aime bien Les, les oises à fibres aussi le matin, de temps en temps. les quoi? Euh, Je sais pas ce que c'est. les oises à fibres, en fait, c'est des sortes de cracottes, mais qui sont très, très riches en fibres. D'accord. Ok. Et là, Et, oui, vas-y, et du vas-y. coup, tu parlais de farine intégrale. Quelle est la différence avec farine complète? Bah, en fait, normalement, la farine intégrale, c'est celle qu'on appelle T150. En tout cas, pour la farine de blé, je parle. Et celle-là, elle contient vraiment tout, toute la coque de la céréale, etc. Elle n'est pas du tout raffinée. Quand on est sur une farine complète, c'est plus T110. Et donc là, du coup, ça a été un petit peu, voilà, l'index glycémique est un petit peu plus élevé. Donc moi, je conseille vraiment les farines intégrales. Après, c'est toujours mieux de prendre des farines complètes que des farines blanches, hein, ça c'est sûr, hein. Mais Ok. voilà, si on peut être vraiment sur l'intégrale, C'est le sachant gradient. que Voilà. après, la farine de sarrasin aussi est une farine à index glycémique bas. Donc si on a des pains à base de sarrasin, il n'y a pas de souci. La farine d'épeautre, il faudrait être sur la T150. Il y a la farine d'orge aussi, qui est une farine à index glycémique très bas. Donc voilà, on peut trouver d'autres types de farines. Après, c'est sûr qu'il va falloir faire son pain soi-même. Donc ça peut compliquer, mais quand on n'a pas le temps, c'est pour ça que je pensais aux à fibres, parce que ça, on en trouve partout dans toutes les grandes surfaces. Ça peut dépanner. Et puis, si on a un boulanger qui fait du pain complet, vraiment complet, c'est-à-dire donc vraiment intégral plutôt, et surtout au levain, parce que le levain va faire aussi baisser l'index glycémique et va aider en fait aussi à la digestion du gluten. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est encore mieux. Et qu'est-ce que tu penses du fromage blanc qui est assez protéiné le matin? Est-ce que tu es plutôt pour ou plutôt contre le fromage blanc? Bah moi, oui, oui, Je finis juste parce qu'en fait, la question c'était aussi par rapport aux enfants parce que moi je vois par exemple mon filleul, je sais qu'il a 5 ans, j'y mets 2 œufs le matin, je pense que ça va être très compliqué de lui faire manger 2 œufs au petit-déj. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être un bol de fromage blanc ça peut être plus facile pour lui, oui, j'imagine pour les enfants justement. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on pourrait intégrer à la place ouais. des œufs? Bah, en fait, le fromage blanc, tu as à peu près 5 grammes de protéines au 100 grammes. Mais on peut, du coup, pour aller un peu plus en protéines, ça peut être le skyr, les petits Suisses qui en contiennent plus. Hmm. Après, voilà, moi, en tout cas, pour un adulte, je conseille en tout cas plus d'être sur les laitages de brebis ou chèvres, qui sont moins inflammatoires, parce que la vache, tout ce qui est produit de vache va être plus inflammatoire. Mais pour les enfants, voilà, il n'y a pas de souci, on ne se pose pas la question. Mais voilà, le petit Suisse, c'est plutôt pas mal en fait pour les enfants. Ça coûte pas trop cher, moins cher que le skyr. Et c'est vrai que tu vois, alors je peux te montrer, je sais pas si on, après si on pourra le voir, mais dans mon livre, je mets pas mal d'idées de petits déjeuners et notamment
tu vois, tu as des idées comme ça où tu as des Nickel. bowls avec un peu Ça justement régale. de fromage blanc, avec des fruits, avec après aussi des oléagineux pour aller avec, pour apporter un peu de gras aussi. Et ça, Ok, en fait, c'est hyper complet et en fait, ça cale. Beaucoup ok. plus que si tu prenais du pain avec plein de beurre confiture et des jus d'orange. Du coup, si je comprends bien, skyr ou fromage blanc au lait de chèvre ou de brebis, si on trouve. Ouais. Je mets des fruits, des baies, je mets des oléagineux et par-dessus, je me mets du sirop d'agave puisque c'est index glycémique bas. Alors, Il te cherche, il te Tu, cherche. ouais, tu me vois venir. je vois bien, je vois bien. Alors moi, le matin, je ne conseillerais pas. Le sirop d'agave, effectivement, a un index glycémique bas. Alors, il est riche en fructose. Il faut faire attention au fructose, pas en avoir trop sur la journée. Mais le matin, moi, je conseille vraiment pas de rajouter des sucrants comme ça. Parce que le matin, en fait, on est très, très sensible au sucre. Parce que avant même de commencer à manger, le matin, en fait, on va avoir déjà beaucoup de sucre qui arrive dans le sang parce qu'on a fameuse hormone là, qu'on sécrète le matin en grande quantité, qui est le cortisol, qui naturellement va apporter du sucre dans le sang, même quand on a jeun. Et donc, normalement, si on rajoute du sucre par-dessus, ça va faire trop, ce qui, du coup, va élever la glycémie. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer quand ça élève la glycémie? Eh bien, il y a l'insuline derrière le pancréas, donc il va fabriquer de l'insuline pour rebaisser tout ça. Et l'insuline, c'est l'hormone du stockage par excellence. Et puis surtout, on risque 2 heures après d'avoir faim. Donc, pour éviter ça, pour moi, le matin, en fait, si on veut mettre du sucre, il faut que ce soit automatiquement avec un fruit. Alors, si c'est une petite cuillère à café de sirop d'agave, ça va, hein, ou de miel, c'est pas cata. Mais si on a besoin de ça, ok, ça sera toujours mieux que mettre plein de sucre ou prendre un grand verre de jus d'orange qui correspond quasiment à 20 grammes de sucre, hein. Évidemment, là, tout dépend d'où on part. Si on part de très loin, bon, bah, on peut se permettre. Le but, c'est d'y aller par étapes et de réduire petit à petit. Mais en tout cas, voilà, idéalement, pour moi, le petit déjeuner sucré, il doit être juste sucré par un fruit. Ok. Et là, du coup, on a parfaitement compris le petit déjeuner. Est-ce que tu pourrais faire pareil pour du coup, le déjeuner? Est-ce que tu conseilles aussi de prendre peut-être une collation à 10 heures ou pas spécialement? Et si on prend une collation, qu'est-ce que tu mettrais dans ta collation aussi? Est-ce que tu peux nous aiguiller sur cette collation et le repas du midi, s'il te plaît? Alors normalement, moi je ne conseille pas spécialement une collation, surtout qu'on va voir que quand on prend un petit déjeuner de ce type-là, on a beaucoup moins de risques d'avoir faim 2-3 heures après. Ce qui fait que moi je sais que je le prends à 6h30, mon petit déjeuner, j'arrive sans problème à attendre jusqu'à midi et demi. Et j'ai pas, alors oui, vers midi et demi, je commence à avoir un tout petit creux, mais Hmm. c'est pas une faim de loup, c'est ça que je veux dire. Et ça veut dire que si on arrive à ça, ça veut dire que le petit déjeuner il est bien équilibré. Si on voit qu'on a faim dès 10 heures, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y Ok. a un truc qui va pas. Après, si vraiment, je sais pas, on a été courir le matin Hmm. ou on a fait des choses, oui, on peut éventuellement avoir une petite faim vers 11 heures. Pourquoi pas prendre quelques oléagineux, on en prend 5-6, voilà, pour patienter. Il n'y a aucun souci, hein. Super. Tout dépend, voilà, on est tous différents, on a tous des activités aussi. Si on bouge beaucoup, c'est pas la même chose. Après, donc sur le midi, pour moi, le petit déjeuner du midi, on va dire qu'il serait vraiment bien, ça serait la moitié de l'assiette avec des légumes, n'importe lesquels. Cru, Euh, cuit? Cuit ou cru, comme on Ok. veut. Ok. Voilà. Après, mettre une petite portion de féculents au choix. Donc après, moi, je prends pas automatiquement des féculents le midi. Pour moi, c'est pas obligatoire. Surtout si on a eu un peu de pain le matin. Moi, je sais que dans ces cas-là, alors ça dépend aussi de mon activité physique de la journée, mais voilà, quand on est assez sédentaire, je conseille pas automatiquement de prendre des féculents et le midi et le soir. Moi, je sais que j'arrive plus à m'en passer le midi, donc j'en prends pas le midi. Mais voilà, de temps en temps, ça peut quand même m'arriver, hein. En tout cas, de ne pas dépasser un quart de l'assiette de féculents, en tout cas. Ok. Généralement, on Et inverse. C'est oui, la moitié de c'est ça. féculents, Mm, c'est l'assiette de pâtes et les légumes par-dessus. voilà, Ouais. exactement. Alors, par contre, pour les enfants, je dirais plutôt faire moitié-moitié. Parce que Ok. les enfants ont quand même plus de besoins que nous, adultes. Alors, pareil, si on est très sportif, hein, oui, on peut garder ce côté moitié-moitié. Mais sinon, au moins le double de légumes. Et puis les féculents, évidemment, à index glycémique bas, c'est-à-dire des pâtes complètes, du riz complet ou éventuellement le riz basmati et le riz blanc qui a un index glycémique le plus bas. Ok. Donc ça reste éventuellement possible. Après, il y a plein d'autres céréales possibles, hein. Le quinoa, on peut mettre de la semoule complète, on peut mettre du sarrasin complet, de l'épeautre, on peut en trouver aussi. Enfin, ouais, il y a plein d'autres choses possibles. Donc, et ce qui est encore mieux, c'est les légumineuses. Ok.
Voilà, les légumineuses, Donc, c'est un index glycémique encore plus bas parce que c'est très riche en protéines et en fibres. à la place des Donc, féculents? Ou, ouais, ok, oui, à la place des féculents, d'accord. voilà. Parce que ça va apporter aussi une source d'amidon et de féculents. Mhm. Moins effectivement que le riz ou les pâtes, mais ça en apporte aussi. Et comme c'est très riche en fibres, ça va vraiment rassasier. Donc, surtout quand on est dans une démarche de perte de poids, les légumineuses, c'est vraiment parfait parce que ça nous empêche vraiment d'avoir faim et de risquer de craquer après. Et après, sinon, dans notre assiette, évidemment, le midi, une part de protéines, très important, toujours, faut toujours y Ouais, penser. Et le ok. midi, c'est vraiment le moment où on peut en mettre pas mal. Donc, une bonne part de poisson, de poulet, éventuellement de viande rouge de temps en temps si on veut de viande rouge. Mais la viande rouge, pas trop non plus dans la semaine, à peu près maximum 2 fois par semaine. Parce que en trop grande quantité, la viande rouge, c'est inflammatoire. Ok, ok, d'accord. Et au niveau Oui, vas-y, Pierre. Et du coup, tu nous parles, bon, viande rouge, ça on a bien saisi, et tu nous parles de poulet, quel morceau de poulet tu prendrais si je dois faire mes courses avec toi? Qu'est-ce que tu me conseillerais de prendre? Ce que tu veux, il faut juste éviter de manger la peau qui est pas terrible. Voilà. Ok. Après, moi, je suis plus blanc de poulet parce que je préfère, mais tu peux prendre de la cuisse de poulet, enfin, sans problème. Alors, poulet, c'est un exemple, mais on peut prendre de la dinde, on peut prendre aussi du veau, enfin, on peut prendre tout ce qu'on veut, hein, comme. Et tu peux nous donner des idées un petit peu de recettes au niveau de la cuisson, peut-être du poulet? Est-ce qu'il y a différentes façons de varier, peut-être pour donner des idées aux auditeurs pour varier? C'est Hmm. vrai que le poulet, franchement, à part en curry, des fois, avec un peu, tu peux l'avoir aussi un peu en crème fraîche avec des champignons, mais sinon, un peu au Hmm. four aussi, tu peux l'avoir. Et Ouais. est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des petites recettes un peu secrètes là qu'on pourrait avoir pour nos auditeurs? Oui, parce que là, ce que je vous ai dit, je vous ai pas parlé des sauces, évidemment, et la sauce, c'est hyper important. Et ouais, c'est ça, c'est le Voilà. plaisir. Alors, quand C'est on le n'a pas le gourmand. temps, moi, je conseille d'acheter un petit pot de pesto. Alors, un pesto à l'huile d'olive, hein, pas à l'huile de tournesol, parce que souvent on en voit avec de l'huile de tournesol. Un petit pot de pesto et on peut en mettre, en fait, on peut vraiment en mettre sur le poulet ou même le poisson, hein. On va le faire un tout petit peu mariner dedans, pas longtemps, hein, et après on peut le faire cuire. Ça, c'est quand on n'a pas le temps. Ou même le faire cuire, le faire un peu grillé, enfin doré, on va dire, pas trop grillé, mais doré. Et après, on va rajouter un petit peu de pesto dessus. Pareil pour le poisson. Ça, c'est quand vraiment on n'a pas le temps, c'est pratique. Et le pesto, ça donne beaucoup de goût et c'est vraiment bon. Après, sinon, moi, j'aime bien truc tout bête, c'est le faire mariner mon poulet, je le coupe en petits morceaux. Je le fais mariner avec un petit peu de sauce soja et d'huile d'olive, tout simplement. Voilà. Sauce soja Ou, sucrée? non, salé. Euh, Ah oui, je là, c'est l'aurais pas sûr. aujourd'hui. Parfait. Et après, mettre des épices. Moi, je sais que j'aime beaucoup mettre des épices parce que c'est vrai que ça donne vachement de goût. Évidemment, le curry qui est très connu, mais on a aussi le mélange indien qui s'appelle le tikka masala qui est vraiment excellent. Hmm. Moi, j'adore celui-là, mais après, il y en a plein d'autres, hein. Quand on ne sait pas trop manier les épices, on peut acheter des mélanges tout prêts et c'est beaucoup plus facile. Alors, on peut Ok. mettre aussi à la japonaise, entre guillemets, on va mettre aussi un peu comment ça s'appelle, de gingembre, un petit peu aussi de citronnelle, pourquoi pas. On Ok. peut en trouver. Et après, une fois qu'on a fait mariner ça, même une demi-heure, hein, on peut le faire juste revenir à la poêle un petit peu et ça donne beaucoup de goût en fait à la viande. Ok. Et pour les gens qui mangent pas du coup de viande ni de poisson, qu'est-ce que tu conseilles du coup d'augmenter la part de légumineuses dans l'assiette? Pas spécialement. Par contre, on peut aller en tout cas si on n'est pas vegan, on peut se permettre de prendre des œufs. Hmm. Après, on a aussi le tofu. Moi, je sais que le tofu, euh, en fait, au départ, il y a toujours cette appréhension du tofu quand on ne connaît pas. Et si on le goûte comme ça, on va pas trouver que c'est spécialement bon. Mais juste en mettant un petit peu de sauce soja et d'huile de sésame, c'est hyper bon. Ok. Tu le fais après revenir dans un peu d'huile et... Juste réchauffer vite fait à la poêle. Ok. Claqué. Euh, voilà, Clac, clac. éventuellement. Pas de sucre dedans, mais juste ouais, l'huile de sésame qui va apporter énormément de goût. Avec un petit peu de sauce soja, éventuellement du gingembre. Enfin, on peut après se lâcher un peu plus, mais juste déjà la sauce soja et l'huile de sésame, déjà, ça fait toute la différence. Ok. Pierre, tu avais une question, il me semble? Non, c'est Ok, bon. super. Ben, du coup, on a fait le déjeuner et... Ah Oui, si, ah vas-y, vas-y, pardon. vas-y. Et du coup, ton avis sur la crème de coco, Mm. comme alternative à la crème fraîche, par exemple? Oui. Euh, Alors, la crème de coco, moi, je sais que j'aime beaucoup aussi l'utiliser. L'avantage, c'est qu'elle est sans lactose pour les gens qui ont des problèmes avec le lactose. hmm. Alors, oui, elle va contenir des graisses saturées, mais il faut savoir quelque chose, c'est que enfin, c'est pas les graisses saturées qui sont identiques aux graisses qui dans la crème.
Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les acides gras saturés, il y a des acides gras à chaîne courte, chaîne moyenne et chaîne longue. Tout ce qui a chaîne longue, c'est moins bien. Tout ce qui a chaîne courte, c'est mieux. Euh, Chaîne courte, on en trouve peu dans l'alimentation. C'est plutôt le microbiote qui en fabrique et ça, on en a besoin. C'est extrêmement important pour la santé. Et l'avantage du lait de coco, c'est qu'il contient surtout des acides gras saturés à chaîne moyenne. Donc, en fait, qui ont moins d'impact sur le cholestérol, etc. C'est pas du tout la même chose que la crème, donc qui est plus riche en acides gras saturés à chaîne longue. Donc, là aussi, évidemment, si on prenait que du lait de coco toute la journée, ce serait déséquilibré. Mais le lait de coco, aucun problème aussi de temps en temps. Et en plus, c'est bon en goût, donc ça va vraiment apporter aussi du goût à la recette. Pour faire des petits currys, là, lait de coco avec, moi Eh souvent ouais, je fais ça, parfait. avec un petit peu d'épices, c'est hyper bon, quoi. Mais Plutôt le lait de coco que la crème alors Ouais, ouais, pour je préfère. cuisiner. Je trouve que c'est mieux, ouais. Mais après, D'accord. voilà, là aussi, on peut varier de temps en temps. Si on a envie de temps en Hmm, temps de prendre une petite crème, pourquoi pas? et pour parfait. finir, alors le dîner, enfin pour finir, déjà j'ai quand même une question parce que là tu me parles beaucoup de salé, mais le dessert, tu m'en as pas parlé. Enfin, tu me dis que tu es gourmande et tout, j'ai pas entendu un petit dessert à la fin de ton déjeuner, donc je sais pas comment Oui, ça se passe. Est-ce qu'il y a un j'en petit. ai un, j'en ai un. Qu'est-ce que tu nous conseilles du coup pour finir le déjeuner et après on passera au dîner pour avoir un petit peu la construction de la journée pour les Ouais. auditeurs? Alors pour le dessert, moi ce que je fais, c'est que j'ai cherché en fait longtemps un dessert qui soit satisfaisant parce que prendre juste un fruit ou juste un yaourt sans sucre, bof, j'avoue que ça me plaisait pas du tout. Donc en fait, j'ai décidé de me faire. Alors justement, quand le midi, moi je prends pas de féculents, et ben forcément le féculent va quand même aider un peu plus à tenir, surtout s'il est index glycémique bas. Mais quand j'en ai pas, c'est pour ça que je prends souvent un dessert qui est un peu plus conséquent, qui va être en fait, souvent je mets du skyr ou du fromage blanc parce que moi j'en prends pas le matin, donc tu vois j'en Hmm. prends plutôt le midi. Et je vais rajouter un petit peu de purée de noisettes grillées dessus. Et Ok. ça, c'est à tomber par terre. C'est hyper bon. Je mets une bonne cuillère à soupe, hein, bien, enfin, ouais, une cuillère à soupe, on va dire. Une Ouais. bonne cuillère à café, on va dire. Et je vais rajouter soit un fruit Ça, dessus. c'est la version officielle. Ça. On sait qu'il y en a une et demie, voire deux, mais vas-y, vas-y, je Ça te dépend pas. des fois, c'est vrai. Ça dépend de ma faim. Et ouais, je vais rajouter après un fruit qui va servir à sucrer ou si j'ai pas de fruits ou si j'ai pas envie de fruits, je vais mettre un tout petit peu. Là, on peut rajouter un tout petit filet de miel ou de sirop d'agave ou mieux le sirop diacone. Je sais pas si vous connaissez. C'est un Hmm. sucrant qui est très riche en fibres et donc qui du coup a un index glycémique très bas et qui reste un sucrant naturel, hein. On n'est pas du tout sur des édulcorants qu'il faut absolument bannir. Ok. Mais T'as voilà. d'autres. Vas-y, vas-y, Pierre. Et oui, j'en ai entendu parler il y a une semaine. Alors peut-être que c'était sur ton compte, mais ça me pose toujours problème de sucrer avec des moyens sucrants comme ça qui ont l'air. C'est fabriqué à base de quoi ça, le sirop Diacon? Bah, le sirop de diacone, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelque chose de naturel. En fait, ça fait partie d'un légume qui s'appelle la poire de terre, qui ressemble à une patate douce, en fait, qui, en fait, se trouve au Pérou. Hein. C'est vrai que chez nous, on n'a pas sur nos étals, hein. Et en fait, on va juste récupérer le jus de cette poire de terre et on va juste le chauffer à température très, très douce pour le concentrer un petit peu, pour faire évaporer l'eau. Et du coup, dans le produit fini, on va se retrouver avec du sucre, mais 25% seulement. Donc, fructose, glucose, hein, comme dans du sucre de table, hein. Donc, pas d'édulcorant, pas de trucs louches, hein. Ça reste 25% de sucre, mais il y a 25% d'eau aussi, et les 50% restants, c'est de la fibre, et de la fibre soluble. Donc, c'est pour ça que c'est pas une fibre épaisse comme on peut trouver dans certaines choses, mais et que ça reste liquide. Et en fait, c'est vrai que les fibres, comme il y en a 50% dedans, ça va vraiment faire baisser l'indice glycémique, ça va être bon pour le microbiote. Et au final, on n'a que 25% de sucre. Donc évidemment, il va pas falloir mettre 3 tonnes parce qu'au final, ça va faire quand même du sucre après. Mais si on en met une cuillère à café, en fait, ça correspond à quasiment rien comme sucre. Et c'est beaucoup moins. En plus, le pouvoir sucrant est plus fort que le sucre. Donc il n'y a pas Hmm. besoin d'en mettre trop. Par contre, si quand on chauffe, le pouvoir sucrant va un peu baisser. Donc on va éviter de le chauffer. Moi, je le chauffe pas. Du coup, je le prends plutôt ou des cuissons très très courtes. Mais c'est plus en petit filet comme ça dans un fromage blanc avec ma purée de noisettes. Ok. Parfait. Et dans mon panier de courses, le sirop d'érable, le sirop d'agave, on prend ou on prend pas? Parce que moi j'ai du sirop d'agave dans mon réfrigérateur et j'ai appris il y a pas très longtemps que c'était quand même pas la folie parce que c'était constitué de pas mal de fructose.
C'est quoi ton avis là-dessus? En fait, le problème, c'est que ça contient 75% de fructose. Hmm. Le fructose, si on n'en prend pas trop, n'est pas mauvais pour la santé. C'est quand on en consomme trop, en fait, c'est le foie derrière qui va avoir du mal à le gérer, qui va le stocker sous forme de gras. Et après, on peut se retrouver avec un foie qui est très gras et ça crée ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de foie parce qu'elles prennent trop de fructose en se disant, ah, c'est un index glycémique bas, c'est bon, je peux en prendre. Donc, non, Hmm. là aussi, mais pour moi, c'est là aussi, tout est une histoire de quantité. Une cuillère à café dans son fromage blanc du midi de Hmm. sirop d'agave, il n'y a aucun problème. C'est plus si on en prend énormément, et le matin au petit déjeuner, une cuillère à soupe, et le midi, et le machin, et qu'après on en met dans des gâteaux. Enfin, et pareil, dans des gâteaux, je vois des gens qui font des gâteaux à index glycémique bas et qui mettent 100 grammes de fructose, enfin, en tout cas, ou de sirop d'agave. Et je me dis, oulala, c'est beaucoup trop. Il faut en mettre beaucoup moins. Moi, dans un cake, par exemple, entier, je mets que 40 grammes de sirop d'agave. Donc, en fait, dans une part, il n'y a quasiment rien. Donc, Ok. c'est vraiment une histoire de quantité, le fructose. C'est pas, voilà, c'est pas une histoire Et de... avant de partir sur le dîner, moi j'avais une question. Est-ce que le midi, c'est quand même pas le... Je dis pas qu'il faut se faire une folie, hein, mais est-ce que le midi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour justement se faire un petit plaisir sucré? Est-ce que déjà il y a un moment dans la journée où est-ce on peut craquer de temps en temps et se dire, ben, ce moment-là, là je peux y aller parce que derrière, ben, j'ai l'après-midi, je vais consommer de l'énergie, ça va partir. Est-ce qu'il y a un moment déjà propice à faire une petite folie dans la journée et s'il y en a une, à quel moment ça serait? Bah, pour moi, le meilleur moment, ça va être effectivement sur le dessert du midi. Parce que comme tu le Je vais dis, bah, après, je vais on va réussir à avoir la bouger, La petite crème mousse au brûlée, tu vas chocolat. arriver à l'avoir. voilà, Eh on va ouais. bouger un peu plus. Et surtout parce qu'on a mangé avant, mais par contre, attention à ce qu'on mange avant. Ok. Voilà, Hmm. avant, quand on mange un dessert qui est assez sucré, moi je conseille avant d'éviter de prendre un repas qui est riche en féculents. Là, pour le coup, on va être plus sur les légumes, sur le viande ou poisson, mais plutôt les viandes plus maigres, éventuellement, surtout si après le dessert est assez gras. Mais en tout cas, voilà, le fait de prendre les légumes avant, de prendre des protéines aussi, ça va permettre d'apporter suffisamment de fibres et les fibres, elles vont permettre, on va dire, à l'ensemble du repas de réduire en fait la glycémie après. C'est-à-dire que le sucre, il va arriver dans le sang, mais beaucoup plus lentement que si on avait pris le dessert tout seul, sans rien Ok. autour. C'est un peu le même principe du fruit en fait. On récupère le sucre à l'intérieur, mais vu qu'il y a les fibres, c'est pas la même chose Voilà, que si on prenait le fructose. Et du coup, en voilà. termes de dîner, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer alors pour finir notre journée? Alors pour le dîner, moi souvent je trouve que c'est là où on a tendance aussi à plus craquer parce que c'est la fin de la journée, parce qu'on a eu peut-être des soucis au travail, enfin on est un peu plus stressé et qu'on a ce côté un petit peu le soir à être dans le réconfort du repas. Moi j'accompagne beaucoup de femmes et à chaque fois le problème c'est jamais le midi, c'est le soir. Donc Ok. c'est pour ça que moi je leur dis, en tout cas je parle toujours pour les personnes qui sont un peu plus sédentaires, quand on prend pas de féculents le midi, eh ben vaut mieux les mettre le soir parce que comme ça les féculents, ils vont quand même aussi avoir ce rôle rassasiant et ça va éviter de craquer après sur plein de choses qui vont pas. Et du coup, moi, le soir, le truc idéal, ce serait d'avoir des légumineuses parce qu'elles vont aussi au passage apporter des protéines qui sont faciles à digérer. Après, si on veut prendre du riz ou des pâtes, ok, mais là aussi plutôt complet, pas trop en quantité quand même, hein, voilà, un tiers de Mm. l'assiette, c'est bien. Et après, on va rajouter aussi là pas mal de légumes pour aller avec, Ok. Et forcément. protéines ou pas Et au le niveau des soir? protéines, un petit peu, mais pas aussi grosse que le midi. Donc ça peut être juste un œuf ou une tranche de jambon. Surtout que dans les légumineuses, si on a pris des légumineuses, il y a aussi des protéines, hein. C'est 13 grammes de protéines à peu près hein, pour 100 grammes de légumineuses. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis après, si on n'a pas envie automatiquement de prendre du jambon, des trucs comme ça, si on a juste les légumineuses, c'est possible, hein. Et à ce moment-là, le dessert, si on veut prendre un skyr, le skyr va contenir aussi des protéines. Voilà. Ok. Après, tout ça, c'est aussi un équilibre sur la journée. Si on veut un peu de fromage, ben, le fromage va aussi apporter des protéines. Donc voilà, là-dessus, il faut essayer d'y penser à chaque repas, les protéines, mais surtout le midi, une grosse protéine, le matin un petit peu, le soir au moins un petit peu. Nickel. Bah, écoute, je pense que c'était pas mal complet au niveau dans l'assiette directement pour les auditeurs. Je pense que c'était assez clair. Moi, j'avais une question, c'est au niveau des aliments. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faudrait que tu déconseilles fortement de consommer justement pour avoir une alimentation anti-inflammatoire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ça, franchement, plus jamais. Le caddie, on enlève direct. Alors, ce qui est vraiment à bannir, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont juste à réduire ou à éviter, enfin, ou à limiter. Mais vraiment, les choses à bannir, ça va être tout ce qui est à base d'édulcorants.
Le Coca Light, tous ces trucs-là, dès qu'on a des trucs sans sucre, il faut vérifier derrière que c'est pas des édulcorants. Parce qu'en fait, les édulcorants, ça abîme la flore intestinale, mais vraiment. Il y a eu pas mal d'études qui l'ont prouvé. Et donc, en fait, c'est la meilleure façon après de se retrouver avec des problèmes inflammatoires parce que déséquilibre du microbiote. Donc, vraiment, on bannit les édulcorants. Est-ce qu'il y a d'autres choses, hormis le Coca Light, que tu pourrais, peut-être il y a des choses comme, tu sais, des fois les gens ne savent pas que dans le pain il y a du sucre. Est-ce que tu sais, il y a d'autres édulcorants, on peut trouver dans d'autres aliments aussi que tu pourrais nous citer? Peut-être Toutes qu'on les ne sait choses un pas. peu light, souvent, ou quand il y a écrit sans sucre, alors que c'est des biscuits, forcément, c'est louche. Il Ok. faut regarder derrière le paquet pour voir s'il n'y a pas des édulcorants. Donc évidemment, tous les sodas light, je parle du coca, mais il n'y a pas que le coca, hein, il y en a plein d'autres. Donc le Euh, stevia, c'est mort. alors le stevia, c'est un édulcorant qui est un peu différent, qui est pas tout à fait. Après, il y a une dernière étude assez récente qui n'est pas tout à fait, on va dire, qui n'a pas totalement innocenté la stevia. Après, ça reste quand Hmm. même un édulcorant qui reste naturel, ce qui n'est pas du tout le cas de ce qu'il y a dans le soda, comme par exemple, dans le soda, on a de l'acésulfame K et de l'aspartame. Ceux-là, on le sait, ils sont vraiment limite potentiellement cancérigènes à haute dose. Donc, Ok. en plus, enfin voilà. Donc ça, on évite absolument. Après, sinon, en termes de choses à réduire, à limiter, sans pour autant bannir, c'est Hmm. tout ce qui est évidemment très riche en sucre, tout ce qui est très riche en graisses saturées, beurre, machin, etc. Mais crème, mais quand on en prend beaucoup, voilà, un petit peu, c'est possible. Toutes les trucs qui vont être frits, forcément, c'est des graisses qui sont pas terribles. Donc, pourquoi pas, on a envie de frites, on peut se dire, oui, je me fais des frites, mais pas tous les jours. Et à ce moment-là, je l'accompagne de beaucoup de légumes pour compenser. Et puis, je vais aussi apporter, pas un dessert sucré juste après. On va éviter le cumul, en fait, sur la journée. Ouais. C'est, Donc, voilà, c'est ouais, bien aussi ça sûr. le secret de l'alimentation, c'est de savoir de temps en temps pouvoir se dire, je fais un écart sans aucune conséquence. Du coup, tu nous as pas parlé de tubercules, de patates douces. Forcément, tu as écrit un livre, c'est pour pouvoir développer tout ça, hein. Je vais pas te dire, tu peux pas parler avec Coca. Mais et ton avis, du coup, par exemple, sur patates, carottes, patates douces, parce que ça contient des glucides quand même. Oui. Alors, le seul légume, enfin légume, si on peut appeler ça un légume, la pomme de terre, effectivement, comme tu dis, c'est pas vraiment un légume, mais tout ce qui est un peu légumes racines comme ça, la pomme de terre, ça va avoir un index glycémique élevé, mais ça reste quelque chose de naturel. Donc, la seule façon de bien la consommer, idéalement, ce serait de la manger cuit à la vapeur avec la peau. Parce que du coup, l'index glycémique, en fait, entre guillemets seulement de 65, ce qui reste, entre guillemets, modéré. C'est pas non plus bas, mais ça reste modéré. Et si on l'accompagne de suffisamment de légumes, si on n'en prend pas 3 tonnes, ça peut être possible dans une alimentation IGBA. Par contre, quand on les fait sous forme de frites, sous forme de purée, ou sous forme de cuit au four, là, etc., forcément, l'index glycémique est beaucoup plus élevé. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais on va faire attention quand même à pas en prendre trop régulièrement. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Tu parles de cuisson, mais même au niveau des pâtes et du riz, la charge glycémique varie. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer aux auditeurs qui ne le savent pas? En fait, c'est l'index glycémique qui varie parce que, en fait, quand on va cuire de l'amidon, tout ce qui contient de l'amidon, donc les pâtes, le riz, etc., l'amidon, il va changer un peu de structure et il va être très facilement, en fait, digérable en sucre quand on va chauffer beaucoup. Pour le voir, c'est simple. Quand on a des pâtes et du riz qui sont un peu collants, un peu gélatineux, c'est que l'amidon, il est très vite transformable en sucre. Et donc là, dès qu'on cuit trop, eh ben, l'index glycémique augmente considérablement. Donc c'est pour ça que toujours faire cuire ses pâtes al dente, c'est pour ça que les Italiens, au final, n'ont pas autant de problèmes que ça, parce que les pâtes sont vraiment cuites al dente. Après, voilà, tout ce qui est riz, vaut mieux les riz qui sont longs grains, parce qu'ils contiennent un amidon qui est plus difficile, on va dire, à transformer en sucre. Donc voilà, privilégier plutôt les riz longs grains. La patate douce, un index glycémique un peu plus bas que la pomme de terre, mais si on la transforme en purée, en soupe, là aussi, ça commence un peu à augmenter. Bon, après, moi, j'aime bien de temps en temps faire aussi de la patate douce. Faut pas s'interdire ça, au contraire, c'est très bon et quand même l'index glycémique est un petit peu plus bas que la pomme de terre, donc nickel. Après, tout ce qui est légumes racines de type, navets, carottes, toutes les courges qui ont un index glycémique un peu plus élevé, elles sont tout à fait possibles, sans aucun problème et beaucoup plus que les pommes de terre parce que derrière, en fait, elles ont très peu de glucides. Beaucoup moins qu'une pomme de terre. En fait, il y a beaucoup moins d'amidon dedans, il y a plein d'autres choses.
Et ce qui fait qu'il faudrait en manger vraiment beaucoup pour que, en fait, on ait un impact sur la glycémie. Donc c'est pour ça Ok. que moi, les carottes, tout ça, j'en mange régulièrement, hein, sans problème, quand c'est chauffé. Mais je vais toujours l'associer avec un légume qui a un index glycémique très bas. Par exemple, ben, les courges, c'est vrai que là, ça a été l'hiver, on a eu pas mal de courges. Ben, moi, j'aime bien les mettre avec du chou-fleur ou avec des champignons. Je trouve que ça se marie bien et ça permet d'avoir un mix et du coup, de ne pas en mettre trop. Voilà, Ok. par Et là, exemple. l'été va arriver. Tu pourrais, du coup, par rapport aux fruits, aux légumes de saison, nous dire un petit peu ceux qui ont un index glycémique élevé et ceux, au contraire, qui vont avoir un index glycémique bas pour les gens qui ne savent pas. Les légumes d'été, c'est ça qui est génial, c'est comme ils sont très riches en eau et tout ça, enfin, on se pose pas la question, hein, on y Là, va c'est surtout. bon. On peut Voilà. y aller sur Mais tout ce qu'on veut. Il n'y a pour pas de moi, tous problème. les légumes, en fait, on peut tous les manger. Enfin, voilà, ça reste quelque chose de naturel. C'est Oui, juste bien que, sûr. voilà, ceux qui sont plus rassasiants, on va essayer de les mélanger un peu avec des légumes un peu plus riches en eau, on va dire. Et le jour où je vais prendre des légumes très rassasiants, je prends pas de féculents avec moi, ou en tout cas, ou pas beaucoup. Parce que là aussi, ça va apporter un petit peu de glucides aussi. Tout est toujours, voilà, dans cet équilibre-là à trouver. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que nous, avec le podcast, on apprend quand même pas mal de choses au final au fur et à mesure. Et en fait, on nous a conseillé aussi pour les gens qui ne consommaient pas beaucoup de fibres et qui justement voulaient s'y mettre, d'être progressif parce que justement, au contraire, il peut y avoir au début des ballonnements à cause de la digestion, peut-être des fibres. Est-ce que tu pourrais justement donner des conseils pour les gens qui, par exemple, ont peut-être comme toi avant une alimentation très sucrée, je sais pas si tu consommais des fibres avant ou pas, mais et qui maintenant veulent en consommer plus? Comment on peut faire pour être progressif et justement éviter ces petits ballonnements et douleurs? Ouais, alors ça c'est fréquent, hein. Moi aussi au départ, quand j'ai commencé à prendre des légumineuses, ouh là, j'avais le ventre, qui gonflait et cetera et en fait, là aussi, il faut un certain temps effectivement d'adaptation et donc pour ça, il y a quand même des fibres qui sont plus douces que d'autres. Donc, les fibres douces, ça va être plus les fibres solubles et ça, c'est tout ce qui va être dans les légumes verts, à feuilles, tout ce qui est très riche en eau, en fait, les courgettes et cetera. La peau des légumes en contient plus, des fibres un petit peu plus difficiles à digérer. Donc, quand on a vraiment des soucis de digestion, au départ, enfin, faut vraiment pas hésiter à éplucher la peau. Bon, OK, c'est vrai que c'est là où il y a le plus de vitamines et tout ça, mais derrière, au départ, si on a du mal avec les fibres, ça peut être une solution d'enlever la peau, d'enlever même les pépins qui peuvent être un petit peu irritants pour les intestins. Et déjà, voilà, de cuisiner les légumes comme ça peut aider. Après, évidemment, tout ce qui est chou, c'est un peu plus difficile à digérer, mais si on les fait lacto-fermenter, ça peut aider vraiment la digestion. Donc, Comment on fait, comment ça, on c'est la lactofermente? lactofermentation, c'est très simple, c'est juste un peu de patience. Mais bah, après, j'ai déjà fait un tuto là-dessus sur mon Instagram, si vous Mais voulez tout aller voir, simple. mais on en voit Mm. partout, hein, comment faire des légumes lactofermentés. En gros, c'est les mettre dans une saumure, c'est de l'eau avec du sel, et puis on les plonge dedans et on les laisse macérer pendant 2 semaines. Et après, ben, du coup, ça développe pas mal d'enzymes qui vont prédigérer et qui vont vraiment, en plus, apporter des vitamines, en plus. Ok. C'est ça, en gros. Ouais, Donc voilà, on c'est peut sûr les qu'on consommer entend, comme ça. on entend beaucoup parler aussi de ces aliments-là. Il y a d'autres méthodes ou est-ce qu'il y a d'autres aliments aussi que tu pourrais préconiser? Ben, après, sinon, tout ce qui va être les fruits aussi, ben, contiennent des fibres qui sont aussi plus faciles à digérer. Mhm. Donc voilà, après, on peut partir sur ça. Et quand on veut essayer d'aller sur les légumineuses, au départ, d'y aller en douceur. Ne pas se faire un énorme plat, mais voilà, d'y Ok. aller petit à petit. Et éventuellement, de les faire tremper avant, parce que les faire tremper, ça va aussi permettre 24 heures avant de les pré-digérer et ça sera plus facile derrière. Ou d'enlever la peau. Je pense les pois chiches, notamment, on peut enlever la peau avec la main, ça s'enlève facilement. C'est un Du boulot, peu ça. long, on va dire, mais Mm. ça s'enlève assez facilement quand même et c'est beaucoup plus digeste. Ou le transformer en purée. Ok. Par exemple, le houmous, ça passe toujours mieux que les pois chiches entiers au Eh niveau oui. des fibres. Et j'avais vu que faire tremper les légumineuses, peut-être que je me trompe, ça enlevait aussi des antinutriments, il me semble. C'est vrai ou c'est une légende? Si, si, c'est vrai. Après, voilà, dans toutes les légumes, enfin, il y a aussi les amandes, des choses comme ça. Dès qu'on fait tremper, en fait, ça enlève certains, effectivement, ce qu'on appelle antinutriments il faudra vraiment prendre des très grandes quantités pour que, en gros, ça enlève tous les nutriments qu'on a au passage. Donc, je pense que là-dessus, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ok, nickel.
Et du coup, pour en revenir un petit peu à notre alimentation anti-inflammatoire et les choses aussi à enlever, hein, donc tu nous en as parlé un petit peu des édulcorants notamment. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je sais pas, des pesticides ou des additifs aussi qu'il faudrait enlever ou pas spécialement, ou du moins faire attention? Bah, tous les additifs vont être mauvais, la plupart, hein. Enfin, franchement, j'ai acheté un bouquin sur les additifs. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont en «vert» entre guillemets, tous les autres, ils sont en orange ou en rouge, c'est-à-dire pas terribles pour la santé. Tous les émulsifiants aussi sont vraiment pas terribles, donc faut vraiment lire les étiquettes. Du coup, Ap comment on lit une étiquette? Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu Mmh. pourrais donner des indices aux auditeurs, du coup, pour... C'est vrai que Dès que moi tu non plus, vois c'est... un E, tu Ouais. fuis. Bah, le problème, c'est qu'il y en a certains qui sont intelligents et qui se disent, si je mets des E, ils vont tous savoir que c'est des additifs. Donc, ils écrivent le nom de la vraie molécule. Par exemple, euh, euh, de mémoire, attends, je crois que c'est ça, E471, c'est oui, diglycéride, mono et diglycéride d'acide gras. Ça, Mm. et ben, il y en a qui l'écrivent comme ça. Donc, en fait, on n'a pas l'impression, on se dit, ah, un truc acide gras, bon, ok, c'est du gras, mais on n'a pas l'impression que c'est un truc qui est mauvais. Ça, c'est hyper mauvais pour le microbiote. Et ça, on en Ok. retrouve beaucoup dans les crèmes végétales, dans la margarine, dans même des fois pas mal de trucs industriels. Donc, il faut vraiment regarder les étiquettes et même se méfier. Moi, j'ai été dégoûtée l'autre jour. J'achète une crème, pour le coup, une vraie crème liquide euh, de Normandie, hein. Et je regarde derrière, et pourtant à 30% de matière grasse. Je me suis dit 30% de matière grasse, ils vont pas nous rajouter des additifs, il n'y a pas besoin, c'est quand même gras, machin et tout. Eh ben, ils ont rajouté ce qu'on appelle des carragénanes. Carragénane, c'est E407, et ça, c'est très mauvais pour la flore intestinale. Et je me dis, ben Ok. mince, et j'ai eu du mal à en trouver sans carragénane. Et comment on fait du coup? Enfin, est-ce que il y a rien à faire, enfin, à part peut-être se former dessus, mais est-ce que tu utilises peut-être Yuka, je sais pas, une application ou quelque chose pour trier un petit peu tes aliments? Bah, Yuka va prévenir quand il y a des additifs, mais après, c'est vrai que ben voilà, c'est vite, on voit vite derrière l'étiquette. Après, le Mm. Nutri-Score, il prend pas en compte les additifs. Donc, le Ouais. Nutri-Score, il est un peu plus limité. Je trouve que Mm. Yuka est un petit peu plus fiable. Moi, je sais que bah, dans mes livres, il y a des explications sur comment lire des étiquettes très précisément. Ok. Est-ce Déjà que pour tu as... savoir si c'est IGBA et si c'est bon pour la santé. Super. Et est-ce que du coup, il y en a deux ou trois? Tu nous dis des E combien? Excuse-moi, tu peux le répéter pour les auditeurs. Bah, Est-ce le qu'il y a deux E? E407, le E471, donc ça, c'est des émulsifiants qui Voilà, sont très allez. mauvais pour la flore intestinale. Ok. Après, les Bon, E150, enfin, les E100 quelque chose, souvent, c'est des colorants. Ça peut aussi avoir un impact sur l'hyperactivité des enfants. ok. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont... Franchement, il y en a, vaut mieux les éviter. Enfin, vraiment, Ok. parce que on en trouve quand même beaucoup qui sont sans. Moi, je sais que même dans un pot de moutarde, je me suis dit, la moutarde à l'ancienne, Hmm. je m'attendais pas à ce qu'il y ait dedans des additifs. Et ben, il y en a, je trouve, sans aucun additif qui sont très bien, et d'autres, ils nous ont rajouté trois, quatre additifs, quoi. Ok. Ouais, c'est Donc, terrible. bon, voilà, faut un Bon. peu regarder les étiquettes. Ça prend le temps au début, mais après, une fois qu'on connaît les produits qui sont bien, on va plus vite en magasin, hein. Et du coup, maintenant qu'on a compris ce qu'il fallait enlever, est-ce qu'on peut essayer par des recettes peut-être de se faire quand même plaisir, hein, je pense par exemple à la pizza, des plats comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils justement et des recettes à nous donner sur des plats qui, entre parenthèses, sont pas bons pour la santé et surtout pour une inflammation, mais qu'on pourrait quand même revisiter un petit peu de façon à pouvoir les consommer? Alors, par exemple, effectivement, la pizza, ben, c'est pas mauvais, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas d'additifs, des choses comme ça, quand on l'a fait nous-mêmes, hein. Mais c'est vrai qu'on va utiliser de la farine de blé. Donc, en fait, il faut juste essayer de faire soi-même sa pâte à pizza. Alors, il y a plein de façons de faire des pâtes à pizza en version assez longue avec un temps de repos ou des versions express, hein. On peut tout trouver, hein. Moi, dans mes livres, j'en ai mis un peu de tout pour faire plaisir à tout le monde. Mais du coup, je sais que dans ma pâte à pizza, je vais mettre un petit peu de farine de blé intégrale. Et comme c'est un peu dense, je vais rajouter un petit peu de psyllium. Parce que le psyllium, en fait, c'est quelque chose qui en fait, n'est pas très connu, mais en même temps, de plus en plus, je pense que les gens commencent à connaître. C'est très riche en fibres, parce qu'en fait, c'est 90% de fibres, hein, le psyllium. Ça fait partie d'une plante, et c'est des fibres solubles, donc qui sont très faciles à digérer et qui vont apporter du moelleux. Et c'est vrai que dans une pâte à pizza avec des farines un peu denses, comme les farines très complètes, comme ça, intégrales, et ben, c'est un peu, on va dire, c'est moins agréable, c'est moins mou. Et donc, le fait de rajouter le psyllium, ça va alléger la pâte, ça va donner ce côté un peu moelleux. Donc ça, c'est plutôt Ok. pas mal.
Après, voilà, moi j'en fais certaines avec du sans gluten, avec de la farine de quinoa, par exemple. Enfin voilà, on peut trouver toutes sortes de choses. Des fois, je vais mettre de la levure de boulanger pour avoir ce petit goût qui est sympa. Quand j'ai pas le temps, c'est des versions sans, mais voilà, après, évidemment, ça n'a pas tout à fait la même texture, Hmm. mais on arrive à trouver des trucs sympas. Et après, moi, ce que je dis sur la pizza, pour qu'elle soit quand même équilibrée, c'est toujours mettre au moins un légume dessus. Moi, j'aime bien les champignons, j'aime bien aussi les poivrons dessus, ça peut être, des fois des épinards, on peut mettre un peu de tout, hein. Hem Et des fois même des courgettes en été, en version, légumes du soleil, enfin voilà, on peut vraiment trouver de tout et après un petit peu de sauce tomate, un p éventuellement du pesto et aussi moi j'aime bien avec du fromage, donc je mets un petit peu de fromage là-dessus, voilà. Si après on cumule pas avec, plein de fromage sur les autres repas, il y a aucun souci et je la vais l'accompagner pour avoir encore plus de légumes, de salade verte, toujours. Ok, toujours, ouais. Et en termes de sucré, on voit pas mal de recettes, notamment le gâteau au chocolat. Il y en a certains qui mettent de l'avocat à l'intérieur, des haricots rouges. Est-ce que tu aurais une recette à nous Ou de la conseiller courgette. ou de la courgette Ouais. aussi? Ok. Est-ce qu'il y a Ah, des j'ai tout choses? Ouais. testé. J'ai testé tout. Alors, La c'est quoi patate alors douce, le... j'ai même tout testé. Est-ce que tu peux Alors, nous faire un petit top 3 dessert un peu plaisir, mais sans trop de sucre? Est-ce que tu peux nous les donner, s'il te ouais. plaît? Je les Ouais, note, je alors prends tout. déjà, bah, en fait, c'est ceux qui passent très bien auprès de ma famille, parce que c'est vrai qu'il y Ouais. en a certains, les enfants, ils aiment moins. Bon. Mais en tout cas, pour un gâteau au chocolat, déjà le chocolat, si vous prenez juste du chocolat noir normal, même pas à un pourcentage de cacao très élevé, hein, euh, surtout ne rajoutez pas de sucre en plus. Il y a déjà un chocolat, quand on met 200 grammes par exemple de chocolat dans une recette, c'est déjà 100 grammes de sucre. Donc, ça sert à rien d'en rajouter en plus. Donc, Ok. surtout, n'en rajoutez pas en plus. Moi, dans mon gâteau au chocolat, je ne mets pas de sucre en plus et ça passe très bien avec mes enfants. Pareil, pour éviter de trop charger, soit je mets un tout petit peu de farine, mais très peu, et je mets de la farine d'orge ou de la farine de sarrasin éventuellement. Ou sinon, moi, j'ai une recette où je mets pas du tout de farine, je vais mettre un tout petit peu de poudre d'amande parce que ça va un petit peu épaissir. Hmm. Ok. Et après, j'ai des versions avec des haricots rouges et les haricots rouges, ça va permettre d'enlever la farine. Bah, dans mon dernier livre, il y a une recette de fondant au chocolat avec des haricots rouges. J'ai testé aussi avec la courgette, ça passe très bien aussi, ça donne un côté un peu plus moelleux. J'ai pas trop aimé avec la patate douce. Bon, Hmm. après, c'est personnel, hein, mais pourquoi pas. Et après, on peut aussi soit se dire qu'on va mettre un petit peu de beurre, voilà, histoire d'eux, parce que ça reste possible, Hmm. ou sinon, on peut remplacer le beurre par une purée d'amande, par exemple, aussi. Voilà. Ou Ok. le fait de rajouter de la courgette, ça va aussi permettre d'apporter ce côté un peu moins sec et d'éviter de mettre aussi des matières grasses. Mais bon, Ok. parce que le Ouais. chocolat est déjà une matière grasse aussi en soi. Mais voilà, mettre des œufs, ça va apporter des protéines aussi. Enfin voilà, on arrive. Moi, j'ai des recettes toutes simples comme ça qui permettent vraiment de se faire plaisir. Sinon, à part le gâteau au chocolat, le banana bread, ça, c'est le Ah. truc que tout le monde adore chez moi. C'est vraiment bien pratique. La banane, là aussi, ça va énormément sucrer, donc pas besoin de rajouter de sucre. Moi, pour vraiment alors je mets 2 ou 3 bananes, on va dire, dans un Celles qui banana font la bread. tronche, c'est ça? Ouais, il est bien Ouais, mûr. alors j'essaie qu'elles soient pas trop noires, parce que si elles ont commencé à être trop noires, en fait, elles sont un peu trop riches en sucre. Mais qu'elles commencent à D'accord. avoir des taches, là, quelques petites taches noires, bon. Ça Du va. coup, je vais les écraser, j'en mets à peu près 3, et après, je vais rajouter, alors je mets un tout petit peu de farine, mais de la farine intégrale, un petit peu de poudre d'amande, pour que ça épaississe. Je vais mettre 2 œufs, je vais mettre un petit peu d'huile de coco, je mets 40 grammes. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Un petit peu de lait végétal et après ben, voilà, je vais me mettre au four. Si des fois je peux mettre aussi quelques pépites de chocolat, 70% c'est mieux. Voilà et après ça fait un super bon banana bread. Enfin, il y a des recettes dans tous mes livres, hein, parce que le banana bread, j'en ai testé des millions. J'adore ça. Fais la pub de tes livres. Où est-ce qu'on peut retrouver tes recettes? Est-ce que tu peux donner les noms de tes trois, quatre livres que tu as écrits? Ouais. Alors, donc le premier s'appelle Je réussis ma détox sucre. Alors, il n'y a pas beaucoup de recettes sucrées dans celui-là parce que le but c'était de faire une détox sucre. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même, il y en a une dizaine à la fin. Après, le deuxième, c'est un que sucre. Justement, j'ai fait des revisites de plein de choses, du tiramisu, de tous les gâteaux au chocolat, des banana bread, tout. Des gâteaux même plus gourmands aussi, des choses, des barres de céréales, etc. Donc ça, c'est vraiment dans le deuxième qui est que goûter et dessert. Euh, Sans édulcorant, hein, toujours. Après, le troisième, celui-là, c'est plus là aussi des recettes salées qui s'appellent Zéro sucre et IGBA, le déclic santé.
Donc voilà, il y a une centaine de recettes, mais surtout salées. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Donc c'est cuisine avec Bérangère et bouge avec Alexia, parce qu'il y a aussi une partie où on parle du sport, parce que le sport est tout aussi important pour la santé. Mais il y a énormément de recettes salées surtout, parce que voilà, à force, les gens me disent, ben, au final, les recettes sucrées, ben, on essaie d'en prendre de moins en moins. Donc il y en a quelques-unes, mais pas trop au final, parce que le but, c'est de se faire plaisir en salé, vraiment pour éviter d'aller trop sur le plaisir du sucré. Ok. Oui, il faut Mais se déshabituer au sucre, en fait. C'est ça c'est- le Bah, en nerf de fait, la on se rend guerre. compte que plus on avance, plus en fait c'est facile de s'en passer. Il y a un Hmm. mois vraiment dur, hein. Je vous le cache pas, au départ, moi pendant un mois ça a été dur, hein. Mais la, j'ai essayé la de trouver trempe des d'attention. alternatives et après, voilà, après on finit par y arriver mieux. Le Kinder Nickel. Bueno des Euh, enfants, là, Ah, mais Ah, moi, ça ça passe traîne franchement, même sur la plus. table. Je Ouais. trouve ça, c'est, franchement, je ah trouve ça même ouais, plus bon. J'adorais avant, hein, mais maintenant ouais, je trouve ça plus bon. on fera Hmm. écouter cet épisode d'un ami à moi qui mange quand même du chocolat. Il met une cuillère de Nutella dans le chocolat liégeois quand même. Pour le Ah grec, ouais. c'est exceptionnel. Dans la dernière partie, on voulait juste te poser des questions un petit peu ouvertes pour finir un petit peu sur tout. Moi, j'avais une question sur la vinaigrette. Et souvent, on entend parler de commencer à prendre une petite salade avec une vinaigrette parce qu'apparemment, ça ferait justement baisser un petit peu la réaction à l'insuline. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ça? En fait, ce qui va avoir cet effet-là, c'est tout ce qui est un peu acide et notamment le vinaigre de cidre. Enfin, tout ce qui est vinaigre, on va dire. Et Ok. effectivement, dans la vinaigrette, tu as du vinaigre. Après, il faut au moins avoir une cuillère à soupe pour qu'il y ait un vrai impact, tu vois, de baisse sur la glycémie. Donc, moi, je trouve ça intéressant, effectivement. C'est pour ça que souvent, bah, quand j'ai pas assez de légumes, je vais prendre une petite entrée avec des crudités. Comme ça, au moins, en plus, ça t'apporte des légumes en plus. Ça permet aussi d'avoir ce côté rassasiant, parce que ben, les crudités, en plus, c'est long à mâcher. Mm. Donc, tu prends plus de temps. Alors que si tu prends, tu vois, par exemple, une purée ou une soupe qui va être très vite avalée, tu n'auras pas cette sensation de satiété. Donc, Ok. d'autant plus, voilà, de l'intérêt d'avoir une petite salade en entrée, et puis avec le vinaigre de cidre. Mais après, le vinaigre de cidre, voilà, si on a un repas qui a un index glycémique bas, qui est très bien, pas obligé de se forcer à Oui. rajouter une vinaigrette, hein, Et le évidemment. balsamique, du coup, plutôt à proscrire, plutôt à éviter? Non, en fait, le balsamique, oui, il est plus sucré parce qu'il va contenir du mou de raisin. Mais en fait, si tu prends du balsamique, le vrai balsamique AOP, là, tu sais, qui est vraiment, il va en contenir un peu, mais ça reste quelque chose de très acide et ça va pas en contenir autant de sucre que ça. Surtout Ok. qu'on n'en prend jamais des litres. Donc, si on veut se faire plaisir avec un peu de vinaigre balsamique, ok, mais c'est juste qu'on va essayer d'éviter le velours balsamique qui est là pour le coup très sucré. Hmm. Velours balsamique. Ok, je Ouais, c'est qui est connaissais plus pas. épais là, C'est qui espèce ressemble de limite, qui crème est de collant. balsamique, là, Voilà. Ok. pour dessiner sur les assiettes, il y en a, Ah ils mettent oui, ça. ah oui, Hmm. Voilà, ça c'est pour un faire peu des traits. Ouais. moins bien. Mais quand il y en a très très peu, faut pas se prendre la tête, hein. Enfin voilà, c'est aussi lié à la quantité de sucre, hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, si on doit réfléchir en termes de macros, c'est-à-dire en quantité de glucides, est-ce que tu pourrais nous donner la quantité de glucides à respecter dans la journée, s'il y a un dosage? Bah, en fait, en gros, hein, si on pour les trois grands macronutriments, moi je dirais 20 grammes, 20% de protéines, 40 grammes pardon, pas grammes, 40% de graisse et 40% de glucides. Sachant que si on est un peu plus sportif, on va augmenter un petit peu la quantité de glucides, et chez les enfants aussi. Et après, dans les glucides, c'est juste qu'il faut faire attention au type de glucides, ce qu'on disait, des glucides vraiment qui vont être à un index glycémique plus bas. Et en fait, il faut savoir aussi que les fibres font partie de la famille des glucides. Hmm. Mm. Donc ça compte. Alors évidemment, c'est pas métabolisé de la même façon, ça se transforme pas en sucre, mais ça fait partie en tout cas dans ces fameux 40%, quoi. Ok. Oui, oui, Moi, c'est pas les glucides, les 40%, c'est pas les glucides du riz. Voilà, c'est ça. Parce que non. les gens ont tendance à se dire Ok. 40%, c'est le riz et le sucre. Donc non. Il n'y a pas que ça. Et moi, j'avais une Non. question au niveau du lait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu tabou, on va dire. Enfin, certains sont pour, d'autres sont contre. C'est quoi ton avis sur le lait? Le lait déjà de vache, tu nous as dit peut-être que c'était un petit peu, enfin, les produits de vache, peut-être fallait faire un petit peu attention, plutôt que préférer la brebis. Et aussi par rapport au lait végétal, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton opinion et ton avis sur la question? Ouais. Alors il faut savoir que le lait de vache, en tout cas surtout pour les personnes qui cherchent une alimentation anti-inflammatoire, il faut vraiment l'éviter parce que, enfin surtout pour les adultes en tout cas, parce que le lait de vache, en fait, il va titiller l'insuline. En fait, ça, le lait de vache, c'est, on va dire, le seul produit, enfin,
enfin si on va appeler ça un produit, qui va en fait faire élever l'insuline alors que c'est un index glycémique bas. Donc c'est un peu Ok. particulier. Et parce qu'en fait, il va contenir des facteurs de croissance, en fait, pour faire grossir le veau, hein, tout simplement à la base, parce qu'à la base, c'est pour le veau, hein. Et du coup, il y a l'insuline qui va avoir tendance à être sécrétée plus facilement en prenant du lait de vache. Et donc, qui dit insuline sécrétée, dit après, derrière, risque de gras, en fait, parce que l'insuline, c'est vraiment l'hormone du stockage. Et donc, voilà, si on veut éviter ça, c'est déjà bien. Et du coup, d'éviter ça. Mais c'est surtout aussi parce que le lait de vache, et donc le fait qu'il contienne des facteurs de croissance comme ça, le fait aussi qu'il contienne de la caséine A1. La caséine A1, en fait, c'est une protéine qu'on va pas retrouver dans le chèvre ou la brebis, parce que dans la chèvre et la brebis, c'est la caséine A2 qui est beaucoup plus digeste en fait et qui est moins gênante, alors que la caséine A1, enfin, elle peut être vraiment inflammatoire. Et il y a des personnes d'ailleurs qui pensent avoir des problèmes avec le lactose, mais en fait, c'est pas le lactose qui leur pose problème, c'est la caséine A1. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se rendent compte que bah tiens, tout ce qui est chèvre brebis, ça passe beaucoup mieux, alors qu'il y a du lactose dedans, ce qui n'est pas le cas de la vache. Donc c'est vrai que moi je conseille vraiment d'éviter le lait de vache, en tout cas quand on est adulte. Ou sinon, voilà, si c'est une fois de temps en temps, une fois par mois, c'est pas grave, hein, mais voilà, si on en prend régulièrement, il faut vraiment le réduire. Et on peut passer sur des laits de chèvre ou de brebis si on a besoin d'avoir un truc plus animal, mais effectivement, les laits végétaux peuvent être une bonne alternative. Par contre, là aussi, attention aux étiquettes, parce que dans Allez. les laits végétaux, on va retrouver des trucs pas terribles, hein, dans certains. Pour moi, enfin moi, j'arrive à trouver du lait végétal où il y a dedans juste moi, je prends les laits végétaux plutôt, je conseille plutôt cajou, amandes, noisettes et coco. Parce que tout ce qui est à base de céréales, ça reste encore de la céréale. Alors, c'est pas grave, hein, on peut en prendre un peu, hein, mais voilà, tant qu'à faire, moi, je conseille plutôt ceux à base d'oléagineux ou de coco. Et derrière, déjà, pas de sucre ajouté, parce qu'il y en a certains qui rajoutent du sucre. Et ensuite, vraiment, pas d'additifs en plus. Il y en a qui rajoutent des additifs, d'autres non. Donc là aussi, faut vraiment lire les étiquettes. Est-ce que tu aurais une marque? Après, on fait pas de pub, hein. Enfin, nous, on travaille pas pour les produits laitiers, pas du tout, hein. Donc, Mm. au contraire, c'est juste pour les auditeurs. Est-ce que tu aurais une marque à conseiller de lait végétal, par exemple? Bah, il y en a plusieurs, hein, mais moi je sais que je trouve que la marque Ecomil, elle est plutôt pas mal. Par exemple, leur lait de cajou, c'est cajou eau, c'est tout. Ok. C'est où? Où est-ce que tu trouves ça? Alors je trouve sur le site Greenwiz, mais après Ok. il y en a sûrement dans les Biocoop, enfin dans les magasins bio. Sinon, j'ai vu aussi que le lait de noisette de chez Biocoop, qui est sans sucre ajouté, il contient noisette eau. Là aussi, c'est tout. Donc, Ok. voilà. Ça se On- trouve. Bonnes alternatives. C'est quand même plus compliqué, mais ça se trouve. Hmm. Et du coup, deux questions pour faire suite à ça. Le lactose dans le lait de vache, c'est pas le même, je crois avoir entendu ça, que le lactose qu'il y a dans le lait de chèvre ou brebis, ou c'est juste qu'il y en a moins. Je sais plus, il y a. Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est plus la protéine, la caséine, là, qui est différente entre les deux. D'accord. Non, non, ça reste du lactose dans les deux, mais après, derrière, le lactose, il n'y en a pas énormément en quantité. Oui, ça va se transformer en une partie de sucre, hein, derrière, mais c'est pas comme dans un gâteau, il y en a beaucoup moins. Enfin, voilà. Oui, non, on C'est s'entend. pour ça que de prendre. Après, moi, je conseille quand même sur une journée de pas prendre trop de produits laitiers non plus. Hmm. Moi, je sais que j'essaie de prendre par jour un produit laitier sous forme de vache, enfin sous forme de skyr, fromage blanc, Ok. yaourt, par exemple. Et puis, pourquoi pas une petite part de fromage. Mais voilà. Après, si on prend et du vrai lait, même de chèvre, et après trois fromages blancs plus plein de fromage, et en termes Tu, de lactose, ça peut être un peu trop. Voilà. tu penses que c'est inflammatoire? Enfin, c'est pas bon, du coup, de manger peut-être trop de skyr, par exemple. On peut avoir le piège de se dire, ben, c'est protéiné, c'est bon, je vais aller dans ça. Il y a un petit goût sucré, peut-être. Je mets des baies, c'est sympa. Tu penses que deux, c'est le maximum dans la journée, même un? Non, deux, ça peut être bien. Mais Deux, après, ça c'est va. ça. Je pense que dans tout ce qu'on mange, hein, Pas être dans forcément, si l'excès. t'en prends trop, et du coup, voilà, Mais Ok. ça dépend aussi si tu manges pas du tout sucré, tu vois. Ça dépend aussi de ce qu'on mange aussi à côté, tu vois. Ouais, bien Il sûr. y a aussi ça. Et
Bien sûr, et vu que là on parle un petit peu de goûter aussi, parce que quelque chose qu'on peut manger en collation, j'en reviens encore à l'enfant, parce que moi, comme je te disais, j'habite à côté de la maternelle en bas et je vois les petits avec leurs compotes et leurs gâteaux. Qu'est-ce que tu pourrais proposer justement aux parents qui récupèrent leurs enfants à l'école? Qu'est-ce qu'ils pourraient leur amener justement à 4-5 heures, là, un petit goûter sympa, plutôt protéiné, un petit banana bread, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Bah, soit effectivement de faire un petit gâteau soi-même et puis d'apporter une part, ça c'est chouette, où on Hmm. met vraiment un peu de sucre, tu vois, où on sucre avec des fruits, un petit peu de chocolat, etc., avec des farines intégrales, ça c'est tout à fait possible. Après, des fois, quand on n'a pas trop le temps de prendre un truc, si c'est à remporter, tu vois, et que tu vas quelque part, ben, Hmm. on peut aussi essayer de préparer des barres de céréales qui sont très bien si on met pas trop de sucre dedans. C'est le problème des barres industrielles, c'est que souvent il y a trop de sucre. Mais on peut, sinon, vraiment, si on n'a pas le temps et que c'est pour des enfants, un peu de pain complet. On va rajouter un peu de beurre et un carré de chocolat noir. Ben, franchement, c'est ce qu'on prenait avant, hein. Moi, mais je prenais ça avec mes parents, hein. Et ben, Ok. même si c'est pas du pain complètement ultra complet, enfin, tu vois que ça reste du pain de mie, hein, bah, ça sera toujours mieux que de donner des biscuits industriels bourrés de sucre. Enfin, tu vois, je pense Ok. qu'il faut aussi. Moi, je sais que mes enfants, je suis beaucoup moins drastique avec eux. Parce que derrière, le but, c'est pas de leur créer des peurs alimentaires. Ce qu'il faut, Hmm. c'est juste déjà que si déjà ils arrivent à prendre pas d'additifs, pas trop de sucre, c'est déjà quand même pas mal. Et derrière le goûter, c'est un moment où j'interdis pas vraiment de choses. Enfin, tu vois, je suis pas trop. Moi, je demande juste à ce que mes enfants ils prennent un petit peu de légumes quand même à chaque repas, que voilà, ils soient pas trop sucrés toute la journée et que le goûter va pas être une orgie, quoi. Et 3 tonnes de trucs qui vont pas. Mais voilà, le but, Ça- c'est de rester simple, de s'adapter. Moi, je sais que Faut j'adapte lâcher du ma lest un famille. peu de temps en Mais temps, quoi. oui, bah, évidemment. Tu peux Ouais. pas toujours mais freiner je- Bah, là-dessus. après, Surtout que ce qui est sympa c'est quand facile à on... faire en plus. C'est ce que Oui, tu dis. Parce que après, banana quand on bread, est de chez suite, soi, ça tu demande un peu de parlais, tu vois, logistique. de mettre un petit fromage blanc de brebis où tu leur demandes de rajouter des choses eux-mêmes. Moi, ils aiment bien, tu vois, ils ont un petit fromage blanc de brebis. Mon fils, il rajoute quelques petites céréales granola qui sont très peu sucrées. J'en trouve dans le Hmm. commerce à moins de 10 grammes de sucre hein, ou 100 grammes. Où Donc, il me ça? rajoute un petit peu de granola. Ça Où ça? m'intéresse. Ouais. Bah, en grande Je- surface, au rayon bio, j'en trouve. Alors, faut lire un peu les étiquettes, mais j'en trouve. Tu as la marque Aline et Olivier. Tu as aussi, comment ça s'appelle? It's Natural. Je crois que j'avais vu une fois. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Charles Vignon aussi. J'ai vu que des fois, ils en ont moins. Et tu vois, ouais, mon fils, il rajoute ça. Après, il va rajouter quelques petits morceaux de chocolat noir. Et puis, de temps en temps, un petit peu de noix de coco râpée, éventuellement. Enfin, tu vois, tu peux trouver des petits trucs. Et ça, si tu veux, ça les amuse de rajouter des petites choses dedans, même un fruit, pourquoi pas. Et derrière, ben, et le mélange fait que c'est super bon, tu vois. Et ils apprécient. Et derrière, Ça les c'est vraiment autonomise beaucoup plus aussi. sain. Ouais. Hmm. Et vu qu'on est sur l'enfant, nous en plus on est un peu la génération, je pense avec Pierre, on a un peu plus de 30 ans maintenant, on est la génération un peu, enfin je sais pas toi ce que tu prenais Pierre le matin, mais moi c'était quand même le lait avec les céréales, enfin c'était notre génération malheureusement c'était ça. Qu'est-ce que tu La peux crêpe dire, Waouh. ouais, qu'est-ce que tu peux dire justement aux parents? Peut-être qu'ils continuent, peut-être à leurs enfants boivent du lait avec des trésors le matin, et Frosties, on va dire des marques, hein, Miel Pops, Mm. toutes ces choses. Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement de faire et quel message tu pourrais avoir vers eux s'ils nous écoutent? Bah, je leur tape pas dessus à ses parents parce que j'ai fait la même chose avant Oui, avec mes enfants. Voilà. Ah, c'est bien sûr. normal, hein, Oui, Ouais, bien sûr, on a bien Donc, sûr. tous Et fait ça. après, je pense qu'on est en bonne santé, enfin, j'espère, hein. Après, le futur nous le oui, non, mais dira, c'est hein, il n'y a ça. L'avantage, pas de c'est problème. que tout est possible. Enfin, il est jamais trop tard pour changer, quoi. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, mes enfants, voilà, je me suis dit, oula, on va pas passer de genre au porridge tout de suite parce que là, ils vont peut-être me faire la tête. Donc, je leur ai laissé le vrai lait de vache parce que ils avaient envie. En tout cas, mon fils, lui, il avait envie. Ma fille, elle est partie sur du lait de cajou parce qu'il est neutre et que ça lui plaît bien. Mais voilà, mon Ok. fils, non, il voulait pas le lait de cajou, c'est pas possible. C'est pas grave, Ouais. c'est pour eux, le lait n'est pas gênant. Enfin, voilà, c'est plus pour l'adulte. Et donc, je suis restée au lait pour les céréales. Et par contre, j'ai changé les céréales. Au lieu de prendre justement des céréales soufflées qui Mhm. sont catastrophiques, parce que en fait, quand la céréale est soufflée, ça augmente considérablement l'index glycémique. Alors que si on est sur du granola, donc le fameux granola, là, j'en ai trouvé Mhm. aussi, j'en ai trouvé à 12 grammes de sucre au 100 grammes que mon fils aime bien. Si on veut une marque, je peux la donner, hein, c'est Bjorg, il s'appelle granola chocolat. Il y a des petites pépites de chocolat dedans, donc ça lui plaît bien aussi. Je me Nickel. dis, ben ça, il aime bien. Alors j'ai eu du mal, hein, j'en ai testé Ok. plusieurs, mais celui-là, il les aimait bien.
Donc avec du lait, ça lui va le matin. Et par contre, je lui donne pas le jus d'orange. Là aussi, j'ai Non. enlevé tous les jus. Ouais, Le ouais. jus, je leur dis oui, seulement au restaurant ou chez des amis pour une fête. Mais pas le matin au petit-déj, pas au goûter, non. On reste sur de l'eau chez moi ou du thé, ou de la tisane. Pressé un peu avec la pulpe, non, même pas. Il n'y a pas une petite folie, des fois, un petit jus d'orange pressé avec la pulpe à l'intérieur pour essayer de. Non? Ça, même ça, C'est c'est pas toujours mieux avec la autorisé. pulpe, hein, mais C'est c'est pas pas Non. l'idéal. autorisé. Ouais, je vois qu'à la Bah, maison, c'est pas si autorisé. vraiment tu veux un jus de fruits, pas le matin. Pas le matin. Ok, Vaut mieux à pas le 4 heures matin? que le matin. Ok, d'accord. Ah, pas le mais c'est vrai que le matin, du coup, essayez vraiment le sucre. Et une question qui me vient, vu qu'on parlait un petit peu de chocolat, est-ce que tu pourrais nous conseiller justement des types de chocolat et d'autres chocolats à éviter? Alors moi, le chocolat, je suis vraiment une addict. Donc, tu vois, Hmm. j'étais au chocolat au lait avant. J'étais pas au blanc, j'étais au chocolat au lait. Ouais. Mais c'était pas possible de pas en prendre. Et si tu veux, quand j'ai vu que le chocolat devenait un index glycémique bas quand en fait tu étais à 70% de cacao, je me suis dit, bon, allez, ça veut dire que c'est, entre guillemets, c'est pas interdit. Je vais essayer de monter le pourcentage de cacao. Donc, je suis allée par étapes parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on aime vraiment le chocolat au lait, le chocolat noir, on n'aime pas forcément. Hmm. Donc, pour ça, j'ai rusé. J'ai trouvé en fait en grande surface du chocolat au lait qui était riche en cacao, qui était jusqu'à 65% de cacao. Parce que Ok. si on veut la base, hein, la base du chocolat au lait, c'est 30% de cacao. Donc, monter à 65% de cacao, c'est beaucoup plus, hein. Mais c'est beaucoup plus doux que passer direct au chocolat noir. Donc, j'y Ok. suis allée par étapes comme ça. Et après, je suis passée au chocolat noir 70, après au chocolat 80%, et là, je suis à 86-90. Mais ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il y a des chocolats qui sont beaucoup plus amers que d'autres, même avec le même pourcentage de cacao, hein. Donc, faut Hmm. fouiner. Moi, je sais que celui que je prends, il est Allez. vraiment beaucoup plus doux. Mes amis, ils sont scotchés à chaque fois, ils me Allez, croient pas vas-y. quand je leur dis que c'est du 86. Envoie-nous Euh, la c'est Teaser marque. est fou. Allez, vas-y, envoie-nous la marque, là, on n'en peut plus, on c'est salive. celui de chez Côte d'Or. Le Côte d'Or Ok, 86, hein, pas 85, parce qu'ils en ont un 85 qui est hyper fort. Donc le ok, 86, il est beaucoup plus doux et il passe beaucoup mieux celui-là. ok. Ben écoute, merci, on va essayer de tester tout ça. Pierre, tu as peut-être une dernière question sur un aliment en particulier, peut-être, ou non? Euh, Ça a été. mais juste sur la viande rouge, du coup, tu ne disais pas plus de 2 fois par semaine. On revient sur les aliments un peu plus salés. On a fini la partie sucrée, hein. Je pense qu'on a bien épuisé ça. Et viande rouge, est-ce que tu conseilles une viande rouge en particulier? Parce que le porc, ça semble être une viande quand même très grasse, très riche. Euh, bon, la charcuterie, on n'en parle même pas. Je pense que ça doit rester occasionnel, Mm. euh, voire exceptionnel. Pour le goûter chez les amis, quoi. Il n'y a pas le saucisson au goûter pour tes enfants. Donc, en viande rouge, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, après, au niveau viande rouge, c'est toutes les viandes qui sont les plus maigres, hein, parce que du coup, tu as moins de mauvaises matières grasses dedans. Euh, Par exemple, tu vois, si on part sur un steak haché, il vaut mieux prendre du 5% de matière grasse plutôt que du 15, quoi. Mais bon, là après, moi je préfère à la limite, je rajoute de l'huile d'olive dessus, tu sais, pour faire cuire. J'en mets pas mal pour que. Puis le goût de l'olive, en fait, s'en va à la cuisson, donc du coup ça va. Et il vaut mieux ça plutôt que au final prendre un truc à 15% de matière grasse. Après, moi je sais que personnellement, je suis pas très viande rouge, donc les gros amateurs de viande rouge, en limite, je conseillerais pas mes livres parce que j'ai pas énormément de viande rouge dedans. Je C'est suis pas plus ça, sur la Bérangère. volaille. Eh ouais. Faut pas qu'on se Non, mais fâche je préfère ensemble. être honnête. Voilà, moi, je suis pas du tout viande rouge, et donc c'est pour ça que voilà, il y a quelques recettes avec parce que tout ce qui est steak haché, voilà, toutes les viandes hachées ou mes enfants, je sais que ça ils aiment bien, donc j'en fais de temps en temps. Mais j'avoue que c'est pas ce que je mange le plus. Je suis plus sur les volailles, en tout cas en poisson, en viande ou éventuellement, tu vois, un petit peu euh, de dinde, etc. Ou après, je suis vraiment plus sur les poissons. Mais Ok. voilà, là aussi, c'est si vous aimez ça. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent, je suis pas très fan du poisson. Et en fait, si on le fait bien cuire, si on met la bonne sauce, etc., et ben Hmm. tout de suite, on peut vraiment plus apprécier le poisson. Donc là aussi, c'est pareil pour les légumes, hein. Les légumes, il y en a plein qui me disent, ah oui, mais ça, j'aime pas comme légumes, et ça, j'aime pas, et machin. Mais en fait, si on le fait avec une recette qui est goûteuse, et ben en fait, c'est bon. Je pense notamment au fenouil. Il y a plein de gens qui disent, j'aime pas le fenouil. Et ben, je vous promets, avec des recettes que j'ai faites, il y en a qui m'ont dit, j'aime bien le fenouil maintenant grâce à toi. Enfin, je trouve ça génial. Ouais, Parce c'est que parfait. il faut revisiter un peu les choses. Moi, il y a des choses que, bah, pareil, avant le fenouil, j'étais pas une grande fan, et en fait, j'ai appris à le cuisiner, à lui rajouter une petite sauce, à bien le marier. Enfin,
Et c'est ça qui fait la différence. Et même si on n'est pas fan de légumes, eh ben, on peut le devenir. Maintenant, je ne peux plus me passer de légumes, hein, j'adore ça. Mais pas les légumes cuits à l'eau, à la vapeur, Ouais. sans aucune sauce, hein, sinon ça, c'est pas bon. Enfin, il y en a qui peuvent être éventuellement bons, mais enfin voilà, il faut un minimum de choses dessus. Moi, je vais revenir un peu juste sur le dessert, mais est-ce qu'il y a un fromage aussi que tu conseillerais plus qu'un autre, peut-être pour les gens? Parce que c'est vrai que c'est aussi un aliment qui peut être un peu clivant. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau des fromages? Est-ce que c'est plutôt à éviter ou est-ce que justement il y en a un ou deux qu'on peut se permettre? Bon, bien sûr que se permettre, on peut toujours se le permettre, mais où on a, on va dire, un peu plus d'autorisation. Bah, en fait, le fromage, pour moi, tous les fromages sont possibles. Il faut juste faire attention à la quantité. Effectivement, plus le fromage va être gras, plus il faudra faire attention à la quantité. Donc, tous les fromages à pâte dure, tu vois, on sera plus sur 30 grammes par jour, alors que les fromages frais, on sera plus sur 50 grammes par jour. Mais après, moi, si je vous donne une petite astuce que j'ai trouvée pour moi, c'est vrai que personnellement, quand je prenais du fromage après le repas, j'avais tendance à... En fait, quand tu regardes 30 grammes de fromage, c'est pas énorme. C'est vraiment une Ouais. petite part de Ah, camembert, hein. Et ben, du coup, ça peut être un peu frustrant. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, puis surtout que souvent, j'avais tendance à l'associer avec du pain. Donc, si en plus j'ai pris des féculents à pain, des féculents avant, ça rajoute encore un féculent, parce qu'elle va faire trop après en quantité. Donc, moi, le fromage, j'ai totalement décidé de changer de la façon de le manger. Pour moi, le fromage, il va me servir à aller dans mes plats. Donc, typiquement, j'ai des légumes un peu à la vapeur, pas terribles, et ben, je vais rajouter du fromage dessus à faire fondre. Et du coup, mes légumes, ils vont avoir un goût super bon grâce au fromage. Et en fait, t'as pas besoin d'en mettre trop parce qu'en fait, avec l'ensemble, t'en mets jamais énormément. Surtout si tu utilises des fromages forts. Tu vois, par exemple, je pense au Roquefort. Le Roquefort, c'est vraiment très fort. Donc, pas besoin d'en mettre énormément et ça te donne énormément de goût derrière. Donc, du coup, le fait de faire ça, ça m'a permis d'éviter d'en prendre trop et en même temps d'en profiter. Bon, après, ok. voilà, chacun le consomme comme il veut, mais moi, ça m'a permis en tout cas d'éviter le pain avec, de ne pas en prendre trop et de me faire plaisir avec les légumes. Ouais, c'est plutôt un bon compromis. Et dernière question pour ma part, c'est les yaourts. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Je parle, enfin, je vais donner des marques, mais panier de Yoplait, velouté Fruits, toutes ces choses, jusqu'au flan, etc. C'est quoi un petit peu ton avis? Parce que c'est vrai qu'on voit notamment Activia qui se vante un peu d'avoir des vertus un peu positives pour le microbiote et le transit. Qu'est-ce que toi tu conseilles vis-à-vis de ça? Alors, déjà, tous les yaourts qui sont pas nature, évidemment, il y a du sucre ajouté. Et en fait, on dirait pas, mais c'est énorme. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je regardais, j'étais étonnée, j'ai l'impression que ça va encore augmenter. Moi, je sais qu'à l'époque, un yaourt, c'était quoi? 10 grammes de sucre à peu près dans un pot. Et là, on est passé sur du 13 à 15 grammes de sucre dans un pot. En fait, je trouve ça dingue. En lisant les étiquettes l'autre jour, je me suis dit: «Tiens, ils ont encore augmenté», parce que je sais que mon mari aime bien de temps en temps les yaourts, aux fruits. Donc du coup, je regardais un peu plus en détail et puis je me dis: «Mais attends, ils ont augmenté par rapport à avant». Et je me dis: «Bah mince, c'est 15 grammes de sucre dans un yaourt». Enfin, c'est énorme quand on sait que l'OMS recommande en sucre libre, hein, je parle vraiment au goût sucré, 25 grammes par jour. Donc en gros, 2 yaourts, ça y est, tu ta dose, quoi. Donc c'est beaucoup trop. C'est pour ça que moi, je préfère prendre déjà acheter des yaourts nature. Ce sera toujours mieux de rajouter soi-même du sucre parce que, à la limite, ne pas en rajouter, c'est encore mieux. On peut sucrer avec des fruits déjà, mais je parle pour les enfants qui, ouais, je sais que chez moi, ils aiment bien quand même rajouter un petit peu de sucre parce que des fois, juste le fruit, bon, voilà, ils ont envie de rajouter quand même un peu de sucre. Et ben, je leur en mets un peu, mais j'en mets beaucoup moins. Tu vois, je mets qu'une cuillère à café à peine. Et ça, ce qui fait à peu près, on va dire, 5 grammes. Ben, ça sera toujours mieux que d'aller rajouter 15 grammes. Enfin, donc, oui, c'est un peu plus long. Il faut sortir le sucre, mélanger à la cuillère, mais ça prend vraiment 1 minute, quoi. Donc, il faut vraiment se Et dire ça, Et déjà. est-ce qu'il y a une qualité que tu conseilles au niveau des yaourts de prendre? Je sais pas, peut-être des yaourts bio, je sais pas, il y a peut-être plusieurs marques Aux que tu chèvres. pourrais nous conseiller, Bah, aux en fait, chèvres tout ce qui est peut-être aussi. chèvre et brebis, comme on le disait tout à l'heure, c'est Mhm. mieux par rapport à la caséine. Et puis surtout, il y a aussi un petit peu ce rôle, ça va moins titiller l'insuline. Mais après, tout ce qui est, on va dire, enfin, tous les yaourts, ça contient des ferments lactiques. Et donc ça, c'est bon pour la flore intestinale, oui. Mais voilà, si on a des problèmes inflammatoires, vraiment, faut passer sur le chèvre et la brebis, ça c'est mieux. Sachant que le chèvre, c'est un peu plus fort en goût, si on n'aime pas trop, voilà, on évite à ce moment-là les yaourts de Mhm. chèvre. Mais par contre, la brebis, pour le coup, vraiment pas de goût particulier. Enfin, moi, je sais que ils ont même pas vu la différence quand une fois j'avais acheté du fromage blanc de brebis et c'était pas du fromage blanc de vache, ils ont rien vu, hein, chez moi. Donc Nickel. voilà, faut quand même Et, se dire ça. et ton avis sur le kéfir aussi, tu le conseilles ou pas spécialement?
bah, tout ce qui va être fermenté comme le kéfir ou même le kombucha, enfin on en voit plein de Mm. choses comme ça maintenant. Oui, ça va apporter de bonnes bactéries, donc ça c'est bien pour le microbiote. Après, en fait, ça dépend des industriels. En tout cas, si on ne le fait pas soi-même, en fait, il y a des industriels qui vont rajouter. En fait, pour faire un kéfir, tout ça, il faut du sucre pour nourrir en fait les bonnes bactéries pour qu'elles prolifèrent. C'est essentiel. Mais en fait, le sucre, il va être transformé. Donc, ce qui fait que du coup, après, il n'y en aura plus dans le produit fini. Sauf que, malheureusement, il y a certains industriels qui vont en mettre un peu plus de sucre, un peu trop, ce qui fait que derrière, les bactéries, elles vont pas tout transformer, elles pourront pas parce qu'il y en a trop, et il va en rester dans le produit fini. Donc Ok. après, tout dépend de la quantité. En fait, si on voit qu'au goût, c'est vrai, c'est sucré, c'est que C'est derrière, pas bon. les bactéries n'ont pas tout pris. Et ben, en fait, je prends l'exemple d'un kombucha que j'avais trouvé. Il y en avait un résidu de sucre zéro. Un autre, il y avait 4 grammes de sucre pour 100 millilitres. En fait, 4 Ok. grammes de sucre pour 100 millilitres, un verre, un grand verre, c'est 250 millilitres. Et ben, on se retrouve avec 10 grammes de sucre. Ok. Bah, tout de Mm. suite, c'est là où on se C'est dit, pas ah la bah même mince, en chose, fait, hein. c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça que là Ok. aussi, il faut lire les étiquettes. Bah, nickel. Bah, écoute, franchement, c'était très, très complet, je pense. Merci pour tout. Je pense qu'il y a rien. Je pense que tous les gens auront eu pas mal de clés à mettre pour leur alimentation, pour faire attention à eux. Et ben, un grand merci, Bérangère. Franchement, on s'est Avec régalé. On plaisir. a appris des choses. C'était top. Ben, Mm. merci, Pierre, aussi d'avoir été là. Outil pratique, hein, Bérangère. Merci beaucoup. Ouais, Bah, et avec plaisir. du coup, on va mettre tous les liens en bas de la vidéo pour les gens au niveau de tes livres, ton Instagram aussi, on mettra ça. Et bah, écoute, je pense qu'on va essayer d'acheter ton livre, hein, de se faire des petites recettes, hein. Je vais tester ton gâteau au chocolat, mousse au chocolat, je sais pas ce qu'il y a, mais Si, plutôt si, chercher les il est desserts bien. quand même, je pense. Il y a, ben allez, nickel. Ben, merci beaucoup, Bérengère, en tout cas. Merci aussi au Pierrot. Et à très très vite pour un prochain épisode. Un Ciao, grand ciao. Allez, au merci, revoir à ouais. Au tous. revoir.